Merci donc au professeur Sedos d'être présent parmi nous, d'avoir pris le temps de venir nous parler des sols. C'est pour nous, alors à Saint-Maur, c'est un peu particulier, c'est ce que je vous disais à l'instant, hein, nous sommes une presqu'île, donc le sol a pour nous des vertus, le sol a des vertus pour tout le monde identiques, mais on a une appétence un peu plus particulière, notamment parce que ça nous permet d'infiltrer l'eau à la parcelle. On a besoin de connaître nos sols lorsqu'on est une presqu'île pour savoir comment elle vit, comment notre espace se situe et évolue. Et donc, à titre d'exemple, on est la seule île en Île-de-France à avoir 50% de pleine terre sur 85% de la villa, ce qui est riche, mais il faut aussi pouvoir expliquer pourquoi est-ce que c'est ainsi. Donc merci d'avoir pris le temps de venir faire œuvre de pédagogie, de vulgarisation et puis de connaissance, parce que vous êtes un spécialiste européen, peut-être même connu au-delà de l'Europe, professeur émérite au Muséum d'histoire naturelle, mais également à Gdansk et dans d'autres pays. Donc merci de votre patience, parce que je sais que vous en avez, comme tous les professeurs, et merci de votre volonté de partager avec nous tout ça. Et donc je vous laisse bien volontiers le micro. Merci à vous et merci de votre présence. Bon, alors je vais me démasquer de façon à ce que vous voyez mes expressions et que vous sachiez quand il faut rire ou au contraire quand il faut s'attrister. Je voudrais vous remercier, monsieur le maire, de cette introduction, et j'avoue que c'est assez rare qu'on ait l'occasion de faire un exposé dans ce genre de circonstances. On est souvent cantonné dans des amphis. Et vous n'avez pas à me remercier parce que je suis payé par vos impôts depuis un âge assez jeune pour faire de la recherche et accumuler des connaissances. Donc c'est bien normal que je vous redonne une part du gâteau énorme que j'ai accumulé avant que les vers de terre ne le dévorent. Et les vers de terre, justement, ça nous introduit à notre propos. Vous avez peut-être, pendant que nous cafouillions joyeusement, pu voir cette image, et vous aurez peut-être pu vous méprendre sur cette image au point de penser que c'est un écosystème terrestre. Si vous pensez que ceci est l'image d'un écosystème terrestre, alors vous êtes dans la situation de ces poux qui, regardant le cuir chevelu rosé parsemé de piliers bruns, parfois plus blancs, se disent, en regardant ça, c'est beau un homme. Parce que oui, ça c'est beau, mais c'est pas un écosystème terrestre. Un écosystème terrestre, c'est ça. Ça, c'est le sol. Le sol, c'est pas transparent. C'est fait, on le verra, de choses qui sont un tout petit peu petites pour être vues à l'œil nu. Et en plus, culturellement, c'est quelque chose qui est connoté comme sale. Et oui, un cutéreux ou s'enterrer dans un trou paumé, ça montre bien à quel point le sol est dévalorisé culturellement. Et tout ça, c'est autant de raisons qui font que les universitaires, d'une part, et les honnêtes gens, d'autre part, ne donnent pas beaucoup d'importance au sol. Et pourtant, c'est injuste. Car ce sol, ce sont les écosystèmes terrestres. C'est là que ça se passe. Vous allez voir que vous vivez dans la périphérie. Ce sol, il est plein de vie. C'est le centre, en fait, des écosystèmes. Il y a d'abord là des champignons. Alors, il y a des champignons. Vous allez me dire, les champignons, ça vit pas dans le sol. Hein. Moi, je les ramasse en surface. Oui, mais la partie que vous ramassez produit, par exemple, sur les lamelles que vous voyez là, des toutes petites cellules qu'on appelle des spores. Ces spores, elles tombent par terre et elles vont germer en un filament microscopique. Et en fait, c'est de ces filaments microscopiques que sont faits les champignons. Ce filament, il va grandir, il va se ramifier. Ces ramifications vont éventuellement se rencontrer et faire des ponts entre elles. Et ceci crée un réseau, mais un réseau de filaments qui font 1/100 de millimètre, donc qui sont microscopiques. Et c'est ce réseau qui vit dans le sol, qui est le champignon au jour le jour. Donc au jour le jour, le champignon est un microbe. Hein, on appelle microbe tous les organismes de tout poil et de tout groupe qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Le champignon, c'est un microbe, c'est un réseau microscopique qu'on appelle le mycélium, et qui n'est pas trop visible à l'œil nu. Et puis de temps à autre, ça vous fait un signe dans le visible au moment où ça se reproduit. Mais quand un pommier se reproduit et que vous cueillez une pomme, vous ne pouvez pas rater le pommier. Par contre, quand vous cueillez le champignon, ce qui l'a nourri et qui lui a permis de pousser si vite,
Ça, vous le loupez. Alors, d'ailleurs, vous ne devriez pas le louper parce qu'on en voit un tout petit peu là, hein, sur les aiguilles qui sont là. On voit un tout petit peu de blanc. Il y en a tellement que ça fait comme un cotonnage blanc. Et puis, vous ne pouvez pas le louper parce qu'il y a beaucoup de sols quand on les sent, surtout les sols forestiers. Hein. Quand on les sent, ils sentent le champignon. Ils sentent l'octénol, une molécule que connaît bien l'industrie parce qu'elle en met à gogo dans toutes les sauces aux champignons. Une molécule, disais-je, que vous connaissez aussi parce que c'est l'odeur qui s'exhale quand on casse le champignon de Paris, une molécule qui s'exhale quand on casse les filaments de champignons. Et pour le coup, quand on manipule du sol, c'est ce qui se passe. Donc, à l'odeur, certains sols vous trahissent la présence de champignons. Autres habitants des sols, mais alors là, il faut zoomer un petit peu parce qu'ils sont 10 fois plus petits, ils font plutôt 1/1000 de millimètre. C'est les bactéries qui vivent seules, en tas ou en petites chaînettes, comme ce Streptomyces. Je vous ai choisi un Streptomyces comme exemple de bactérie avec un nom, parce qu'il appartient à un groupe de bactéries très intéressant, les actinomycètes. Enfin, maintenant on les appelle même les actinobactéries. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'actinobactéries, et pourtant, ils sont dans votre armoire à pharmacie. Oui, les actinobactéries font des antibiotiques. Et nous avons été piochés, nous, pour notre santé, pas mal d'antibiotiques. La streptomycine, chez les streptomyces, l'actinomycine, chez les actinomyces. Bref, ils sont dans votre armoire à pharmacie, mais j'en vois qui, de leurs yeux, me disent qu'ils sont sains, pas malades, et qu'ils n'ont jamais touché à ça. Vous les connaissez pour une autre raison. Ces actinobactéries ont la caractéristique de fabriquer une molécule dont on ne sait fichtrement pas à quoi elle sert. En tout cas, elle la fabrique, c'est la géosmine. Et comme son nom l'indique en grec, ça c'est l'odeur de terre. Quand la terre sent la terre, pas le champignon, c'est qu'il là domine des actinobactéries. Et c'est fréquemment le cas dans les sols agricoles. Cette odeur de terre, si jamais vous prétendez encore ne pas l'avoir sentie, parce que vous n'avez jamais touché la terre, vous, votre maman vous ayant interdit d'y mettre les mains, vous la connaissez pour une autre raison. C'est qu'après la pluie, l'air chassé du sol s'en va avec un peu de géosmine, qui va se retrouver très dilué dans l'atmosphère, et l'odeur de géosmine diluée, c'est l'odeur d'après la pluie. Cette fameuse odeur très particulière. Et donc voilà des choses dont vous avez, avec lesquelles vous avez un contact si intime que vous connaissez leur odeur, et vous ne connaissez pas leur nom. Ça, c'est le grand malheur des microbes. Même quand ils sont dans notre vie quotidienne, on n'en connaît pas le nom. En tout cas, vous avez déjà senti, sans le savoir, qu'il y a des bactéries dans le sol. Il y a aussi, alors on redevient un peu plus gros, là on est de nouveau au centième de millimètre, des organismes faits d'une cellule déformable, plastique, capable de se déformer pour se déplacer, comme vous le voyez, mais dont les expansions de la cellule peuvent aussi emballer de temps en temps une bactérie pour la boulotter. D'ailleurs, des bactéries, on en voit qui donnent l'échelle. Le petit bâtonnet, là, c'est une bactérie. Et pour le coup, vous voyez que c'est 10 fois plus gros qu'une bactérie. Ça, des amibes, ça s'appelle des amibes. Il y en a dans le sol. Et peut-être d'ailleurs connaissez-vous les plus grosses d'entre elles, qu'on appelle des blobs. Enfin, en vulgarisation, parce qu'en fait, le nom technique, c'est des myxomycètes. Bon. Il y a eu une très chouette émission de E = M6 récemment sur les blobs. On n'a pas osé l'appeler myxomycète. Vous en doutez. Tout ça, c'est des microbes. Et j'ai voulu commencer par des microbes parce que c'est une des choses les plus abondantes du sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que des microbes dans le sol? Alors on me dit des bestioles. Oui, c'est vrai, mais avant. Vous verrez que les bestioles, il n'y en a pas beaucoup en fait. Enfin, en quantité. Pardon? Oh oui, non, mais de vivants. Alors on me dit des vers de terre, mais il y a des racines. Alors ça, c'est toujours la même chose. Quand la réponse à une question, c'est la plante, personne ne la voit. Mais oui, c'est pété de racines, le sol. Et puis, il y a aussi des animaux, c'est vrai. Mais je vous l'expliquerai après, il y en a moins. Alors regardez, des animaux, vous avez ici un petit colembole qui se balade. Vous avez en bas à droite un autre colembole. Un pseudo-scorpion qui est en train de sortir avec ses pinces. Regardez, ses pinces inquiétantes. Alors lui, il mange d'autres animaux, hein. Un petit colembole encore, des vers tout microscopiques qu'on appelle des nématodes. Un acarien, il y a plein de filaments de champignons qui font blanc là. Un inquiétant mille-pattes, qui est un prédateur, lui. Un ver, c'est pas un lombric, mais c'est proche des lombrics, c'est beaucoup plus gros que les nématodes. Hein. Un coléoptère, un insecte. Bon, bref, il y a plein de choses.
plein de choses. Et qu'est-ce qu'elles mangent? Quand elles ont des pièces buccales et des pinces inquiétantes, c'est les carnivores. Et les autres, qu'est-ce qu'ils mangent? Vous auriez envie de me dire qu'ils mangent de la matière organique morte, des bouts de feuilles, des trucs. Mais en fait, non, ils mangent des microbes. Et c'est vrai que pour manger des microbes, là où on les trouve le plus, c'est sur de la matière morte, des petits bouts de feuilles mortes, des petites choses comme ça. Donc ils ingèrent effectivement des petits débris morts, mais ils digèrent surtout les microbes. Et donc vous comprenez pourquoi il y a moins d'animaux que de racines et de microbes. Parce que comme ils mangent ça, il ne peut pas y en avoir plus que ce qu'ils mangent. Vous y êtes, on ne peut pas faire plus de volume d'animaux avec un tout petit volume de microbes. Alors, au total, dans 1 gramme de sol, vous voyez qu'il y a un zoo colossal de microbes avec plusieurs espèces, plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons et des centaines d'espèces d'amibes. Dans 1 gramme de sol, il y a plus que dans le plus grand des zoos, il n'y a d'animaux. Alors ça, c'est des microbes, c'est tout petit, donc on en met plein, évidemment, dans 1 gramme de sol. Et maintenant, si on pèse ça à l'hectare, dans un sol de chez nous, vous avez, je vous l'ai dit, 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et 1,5 tonnes d'animaux, parce que avec 10 kilos d'herbe, on fait 1 kilo de bœuf, et avec 10 kilos de microbes, on fait 1 kilo d'animal, donc il ne peut pas y avoir plus d'animal qu'il n'y a de leurs ressources. Donc voilà, même les animaux, vous les connaissez parce que vous les voyez à l'œil nu, mais ils ne sont pas dominants en nombre. Il y a là le quart des espèces connues, sachant qu'en plus dans les sols, on ne connaît que 1% des microbes qui sont là, mais parmi les espèces décrites, il y a le quart qui vivent dans les sols. Rien qu'en France, le pays de 6000 plantes, de 600 espèces de mammifères d'oiseaux, et de 200 espèces de mammifères, il y a plus de 115 000 espèces de bactéries. C'est là que ça se passe, c'est là qu'est la biodiversité. Et en fait, le sol abrite entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante. Parce que les 11 à 12 tonnes dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait l'équivalent de 100 à 250 moutons, selon leur taille, à vos moutons, qui sont sous terre, sous chaque hectare. C'est là qu'est au moins la moitié de la masse vivante, et si vous rajoutez la matière morte, les cadavres de bestioles, les cadavres de bactéries et les restes de végétaux, vous arrivez à 60 à 90% de la masse de matière organique. Bon, vous avez conscience maintenant d'être dans la banlieue de là où ça se passe? La surface, c'est pas le cœur de l'écosystème terrestre en quantité. Alors, je vous entends déjà me dire que vous en fichiez qu'il y ait des tas de merde dans le sol et qu'il y ait des tas de bactéries dans le sol, que ça, c'est de la diversité, mais c'est pas ce qui vous intéresse le plus. En fait, ce que je vais vous montrer à présent, c'est que cette diversité d'espèces correspond à une diversité de mécanismes qui fabriquent le sol et qui sont extraordinairement plus divers que ceux dont on a l'habitude en surface. Je vais maintenant vous montrer que le sol est fait de vie. Cette vie-là, elle fabrique le sol. Alors, la première chose que vous avez dû remarquer, et éventuellement financer, c'est le ratissage des rues, des allées gravillonnées. Alors là, ça c'est au muséum. Alors que, Dieu merci pour l'Office national des forêts, en forêt ou dans les champs, on ne ratisse pas les feuilles mortes. Pourtant, il en tombe entre 4 et 10 tonnes par hectare et par an. Mais régulièrement, plus ou moins vite, c'est vrai qu'en forêt, il y a quand même plus de feuilles mortes, mais régulièrement, tout ça disparaît. Pourquoi? Parce que quand ça a accès au sol, ça disparaît. Et ce mécanisme-là s'appelle la décomposition. Cette décomposition, vous allez la voir en accéléré sur une pomme qui, sur ce film vraiment accéléré là, est attaquée lentement par des microbes. Et ces microbes sont en train de la manger, littéralement. Alors, petit à petit, elle disparaît du coup. Et c'est ça qui se passe avec les microbes du sol. Alors, bon, bien sûr, ça ne se passe pas s'il y a du gravillon ou du macadam, mais c'est ce qui se passe, et vous voyez que la pomme disparaît. Pourquoi? Parce que les microbes, ils se développent en mangeant, et en mangeant, ils grandissent, ils grossissent. Les cellules de bactéries se multiplient, les filaments de champignons grandissent. Alors vous allez me dire, ça devrait occuper du volume. Oui, mais tout être vivant, à commencer par vous, ne se sert pas de tout ce qu'il mange pour grandir. Heureusement. Une bonne partie est respirée. Et une bonne partie de ce qu'il a mangé lui sert à faire de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est brûlé littéralement. Mais au lieu que ce soit brûlé en faisant de la lumière et de la chaleur comme dans un feu, c'est brûlé dans la cellule qui récupère cette énergie pour bouger et faire une conférence, par exemple, ou pour fonctionner. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un feu, il y a de la fumée qui part en emmenant du CO2. Quand on respire, on rejette le CO2, vous êtes d'accord? Donc vous voyez bien, là, il y a cette espèce d'incendie
que représente la respiration, il fait du CO2. Mais que fait un feu en plus ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un feu de bois dans une cheminée, qu'est-ce qui se passe rapidement ? Ça fait des cendres. Et les cendres, en fait, c'est les restes d'azote, les restes de phosphate, les restes de potassium, les restes de tas de choses que nous, on évacue par l'urine. Eh bien, les microbes, ils font pareil. Une partie de la matière organique qu'ils prennent, ils en font de l'énergie, donc ça disparaît, et ça fait du CO2, et un reste qui est fait d'azote, de phosphate, de potassium. Et ça, c'est très important, parce que ça nourrit d'autres organismes, d'autres microbes qui utilisent ça, ou les racines des plantes. Alors regardez plutôt, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans la nature, c'est ce qu'on appelle un rond de sorcière. C'est des champignons qui ont poussé en cercle. Ça se voit en forêt ou dans des pâtures ou des pelouses qui n'ont pas été retournées parce que sinon, vous verrez tout à l'heure, on ne voit plus rien. Alors, les parties qui produisent des spores sont en cercle. Alors, on peut comprendre comment ça se passe. Ça veut dire qu'en dessous, le mycélium, le réseau microscopique, il est sur un cercle. Pourquoi ? Ce champignon-là est un champignon qui mange de la matière organique morte dans le sol. Là où il a déjà mangé, il n'y a plus de matière organique, il meurt de faim. Mais il grandit vers l'extérieur, vous y êtes ? Et chaque année, alors qu'il meurt un peu plus vers l'intérieur, il grandit vers l'extérieur, ça fait un cercle. Vous avez donc la forme de ce mycélium. Et là où le mycélium est actif, il se nourrit activement, je vous l'ai dit, il mange de la matière organique du sol, et cette matière organique du sol, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle permet de faire grandir le champignon, et puis ce qui est respiré donne des déchets, du CO2, de l'azote et du phosphate. Azote et phosphate qui sont des ressources pour les plantes. Et d'ailleurs, regardez bien, vous ne voyez pas que l'herbe est plus verte en dessous des champignons ? Ça se voit encore mieux au printemps où il n'y a pas la partie reproductrice, et on voit simplement des cercles verts. Vous allez me dire, mon cercle vert est pas beau, du coup je vous emmène dans les Pouilles, avec de superbes cercles de 30 à 100 mètres de diamètre qui sont hyper fertilisés par le champignon. Cette décomposition, elle ne fait pas simplement départir la matière organique, elle permet aussi de libérer de l'azote, du phosphate et de recycler tout ça sous une forme utilisable par les plantes. C'est une gigantesque machine à faire de la fertilité et à permettre la croissance des plantes. Donc voilà la première chose que font les microbes, notamment, c'est surtout les microbes qui font ça. Et Pasteur écrivait que si les êtres microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface de la Terre serait encombrée de matière morte et de cadavres en tout genre, animaux et végétaux. Sans eux, sans les microbes, et vous voyez qu'ici, Pasteur a une vision nuancée des microbes, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Si on ne recycle pas les composants, la vie ne peut pas continuer. C'est ce qui faisait dire dans un texte un peu provoquant, un grand architecte et designer autrichien, Hundertwasser, dans un livre appelé Scheißkultur, la culture de la merde, que le début de l'éternité, c'est la lunette des toilettes. Parce qu'en fait, c'est là que part de l'azote et du phosphate qui vont permettre la suite de la vie. Et c'est aussi ce que nous dit Pasteur, c'est que derrière cette décomposition, il se cache la possibilité de recommencer le cycle et de refaire des plantes et de nourrir des animaux. Alors il y a donc de la matière organique et c'est elle qui colore en foncé le sol, mais comme vous le voyez sur cette image, il y a aussi dans le sol des éléments minéraux, des petits bouts de roche. Eh bien, ces éléments-là aussi sont en train de passer un mauvais quart d'heure à cause de la vie. Pourquoi ? En fait, l'eau qui passe dans le sol, petit à petit, dissout les roches. Bon, c'est un procédé très lent, mais il va libérer tout un tas de choses venues de la roche, du calcium, du potassium, du phosphore. Cette libération, elle se fait certes spontanément, mais quand c'est spontané, c'est très très lent. Je mets par exemple ici un cristal d'apatite, un minéral qui contient du phosphore, donc qui permet de faire des phosphates. Je le mets à tremper dans l'eau un certain temps, qu'est-ce qui se passe ? La surface me paraît non altérée. Il y a eu un tout petit peu de dissolution, mais 3 fois rien. Si maintenant, dans cette eau où je fais tremper mon cristal d'apatite, je rajoute un jus de sol, j'agite du sol dans l'eau, je laisse le sol retomber, puis je prends le liquide qui contient quelques microbes du sol, et je rajoute ça dans le liquide où trempe mon cristal d'apatite. Eh bien, dans le même temps, quand il y a une action biologique, quand il y a des microbes, regardez, il est devenu complètement grêlé, il y a plein de trous. Au fond des trous, il y a des microbes, il y a des bactéries, des filaments de champignons. En fait,
Ce sont littéralement des mineurs qui sont en train d'attaquer ça, tout simplement parce que c'est une source de phosphore pour eux. Ceux-là, ils ont besoin de phosphore minéral et ils sont en train de l'attaquer là. En fait, d'une façon générale, quand on met des roches dans l'eau, elles se dissolvent très 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 lentement, pas comme le sucre hein, ou le sel qui se dissolvent très vite, mais elles se dissolvent en libérant des choses dont certaines sont très très importantes pour la vie. Vous voyez, du fer, du calcium, du potassium, du phosphate, des oligo-éléments, bore, zinc. Mais c'est lent. Quand la surface de la roche est pelliculée de microbes, ces microbes vont faire deux choses. D'abord, ils sont un peu entourés de mucus et de gel, ils vont retenir l'eau et donc l'hydratation sera plus longue, ce qui permet donc de faciliter la dissolution, puisque l'eau est plus longuement là que si elle séchait après la pluie. Et la deuxième chose, c'est que localement, ils acidifient, très très localement, et l'acidité attaque la roche. Du coup, ils libèrent des quantités énormes de ressources dont ils prélèvent certaines, et par chance, ils travaillent très salement, la plupart s'échappent, et s'échappent en plus grand nombre que si la roche trempait seulement dans l'eau pour le plus grand bénéfice d'autres microbes ou de racines situées plus loin. Et donc, ce que je viens de vous raconter, c'est que le sol est fait de matière organique en devenir sous l'effet de la vie, il est fait de matière minérale en devenir sous l'effet de la vie. Tout ça, c'est en train de se transformer et c'est appelé à disparaître assez lentement pour qu'il y ait un sol entre-temps, mais tout ça est amené à devenir de la fertilité. Bon, pour être honnête, il y a aussi des trous dans le sol. Ces trous, d'ailleurs, contiennent l'eau qui récolte petit à petit les produits de la décomposition et de l'altération. Ces trous sont remplis d'eau et de gaz. Mais ces gaz, qui viennent de l'atmosphère, en fait, subissent aussi les attaques et les modifications des microbes. Et je vais commencer par un exemple tout simple de ça. C'est plus on s'enfonce dans le sol, moins il y a d'oxygène. Que devient l'oxygène ? C'est simple. À tous les niveaux du sol, il y a des organismes qui respirent. Et plus on est au fond, plus il y a de chances que l'oxygène qui est rentré se soit fait attraper par quelque chose qui respirait. Cette respiration, d'ailleurs, elle se traduit par le fait que plus on est en profondeur, plus il y a de CO2, il a beau s'échapper par la surface, il y en a plein qui est produit en profondeur et qui peine à sortir. Donc vous voyez que les gaz aussi du sol sont modifiés par le vivant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que les sols respirent. C'est que dedans, il y a plein d'organismes qui respirent et ils exhalent du CO2. Parmi les gaz, il y en a un qui a un rôle tout à fait essentiel pour le sol. C'est un gaz qui va venir de l'atmosphère et permettre d'injecter dans le sol un élément qui ne se trouve pas dans la roche, mais qui pourtant est important dans les sols. Vous avez une idée de quel élément il s'agit ? L'azote. Ben oui, l'azote. Dans le sol, il y a du nitrate, de l'ammonium, de l'azote sous forme de matière organique. D'où vient-il ? Alors c'est tout simple, il vient de l'azote de l'atmosphère. Par exemple, il vient grâce à des plantes comme les luzernes, les haricots, les pois chiches, les lentilles, qui sont connues de vous parce que leurs graines sont très riches en azote, très riches en protéines. On parle de protéagineux. Vous savez qu'un bon plat de lentilles, ça peut remplacer un plat de viande. Bon, en termes d'azote, en termes de protéines. Alors ces plantes qui sont riches en protéines, leurs parties souterraines sont aussi riches en protéines et quand elles meurent, ça libère beaucoup d'azote dans le sol. Mais pourquoi ? Vous allez voir qu'il y a encore des microbes. Ces plantes fixent l'azote atmosphérique, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'utiliser l'azote de l'atmosphère. L'atmosphère qui nous entoure, c'est 80% d'azote, sauf que vous et moi, on est incapable d'en faire des protéines. Donc on est obligé de manger de la viande ou des lentilles. Bon. Comment font ces plantes ? Déterrons-les et observons que leurs racines ont des petits renflements roses, absolument charmants. Hein. Et ces renflements roses sont bourrés de bactéries, et là encore, en fait, c'est des bactéries qui font le boulot. Ces bactéries s'appellent des rhizobiums, et elles ont la caractéristique suivante, elles sont nourries par les plantes, là, puisqu'elles sont abritées à l'intérieur en sucre, et avec toute l'énergie qu'elles font à partir de ce sucre, elles sont capables de convertir l'azote gazeux qui rentre de l'atmosphère dans le sol en acide aminé, qu'elles utilisent en partie et dont elles donnent une partie à la plante. Et c'est pour ça que ces plantes sont riches en protéines. C'est parce qu'elles ont plein d'acides aminés qui sont les constituants des protéines. Voilà l'histoire. Alors, ces bactéries-là sont très efficaces parce qu'elles sont sous perfusion, elles sont dopées par tout ce que leur donnent les plantes. Mais je connais, bien qu'elles soient moins efficaces, des bactéries qui se nourrissent toutes seules dans le sol et qui font ce travail. Elles sont moins efficaces, mais les azospirillum ou les azotobactères font aussi ce travail. Et toutes ces bactéries
rhizobium, azotobactères et autres, et puis les racines des plantes, quand ça meurt, eh ben, leurs acides aminés sont décomposés et donnent du nitrate, de l'ammonium et des formes d'azote qui peuvent être réutilisées. Vous voyez que donc l'atmosphère est en train de donner l'azote du sol et ensuite l'azote de tout ce qui vit sur Terre. Ça, c'est assez énorme et ça vous montre finalement que le sol est réellement un mariage de matière organique, d'atmosphère et de roches qui sont en devenir, qui sont en train de se transformer avec comme sous-produit la vie végétale. C'est un mariage de tout cela sous l'effet de la vie. Mais le sol, il fait autre chose. Il touille, il mélange ça. Vous allez voir qu'il anime physiquement le sol. Un sol, ça bouge sous l'effet de la vie. Alors, vous souriez sans doute doucement derrière votre masque, parce que vous n'avez pas l'impression que ça danse sous vos pieds. Oui, c'est sûr, c'est pas la samba, mais ça bouge. Et d'ailleurs, on le voit que ça bouge, parce que s'il n'y avait pas un mélange, on aurait de la pure matière organique sur de la pure matière minérale. Or, en fait, c'est mélangé. Vous voyez qu'on passe du très organique au très minéral, mais c'est mélangé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui mélange. Qui mélange les sols? Alors tout le monde répond les vers de terre. C'est vrai, mais c'est plus compliqué. Alors c'est vrai. Vous voyez ici un espèce d'aquarium dans lequel on a mis des couches claires, des couches foncées, d'ailleurs des couches organiques, noires, de matière organique, et puis des couches de sable. Et à force de se déplacer, comme ils poussent les éléments chaque fois qu'ils se déplacent et qu'ils ouvrent une nouvelle galerie, ils sont en train de tout mélanger. Mais les vers de terre ne mélangent pas le sol seulement, ni même surtout, par leur mouvement, mais plutôt, là ils sont en train de tout brouiller, vous voyez. C'est encore un film accéléré, bien sûr. Ça va vite, mais en fait ça c'est rien par rapport à l'autre mécanisme. L'autre mécanisme de mélange, c'est en mangeant. Eh oui, le ver de terre, qu'est-ce qu'il mange? Alors on pense tous qu'il mange de la matière organique dans le sol. Des restes de plantes, Alors, c'est vrai qu'il ingère ça, mais c'est pas très digeste pour lui. Il ne sait pas le digérer. Vous allez voir, même après, c'est toxique pour lui. S'il mange ça, c'est que c'est le meilleur endroit où trouver des microbes, et notamment des bactéries. Les vers sont des grands amateurs de bactéries. Donc, ils mangent de la matière organique pour manger les bactéries qui sont là. Alors, avec leur corps tout mou, est-ce qu'ils vont arriver à bien broyer la matière pour récupérer les bactéries? Pas trop, alors ils font comme les poules qui mangent des graines et qui doivent les broyer. Qu'est-ce qu'elles font, les poules? Elles mangent des petits cailloux pour broyer ça dans leur gésier, pour que leur gésier soit plus abrasif. Et les vers de terre, ils font pareil, ils prennent des petits grains de sable pour bien broyer tout, et être sûr de bien extraire le jus de bactéries qui est si nourrissant pour eux. Et puis, le problème des vers de terre, c'est que comme ça pousse sur la matière organique, et que cette matière organique contient encore des molécules comme des tanins, des terpènes, des alcaloïdes, enfin, toutes ces molécules qui servaient à la plante à se défendre contre les agresseurs, c'est toxique. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez dans le tube digestif des toxines à cause d'une diarrhée? Vous prenez du smecta, c'est-à-dire de l'argile, parce que l'argile, ça absorbe les toxines et aussi les virus. Et ça les empêche ensuite de circuler, d'aller faire des bêtises dans l'organisme. Ça les attache et puis ils partent avec les selles. Les vers font pareil, ils mangent un peu d'argile, qui leur permet de détoxifier toutes les toxines que le broyage libère de la matière organique. Vous y êtes? Et quand ils font caca, ils rejettent le reste de tout ça, c'est-à-dire la matière organique pas digérée, les grains de sable et les argiles protectrices, en une espèce de mélange qu'on n'appelle pas du caca de ver de terre parce que ce serait complètement scatologique, on dit turicule. Mais enfin, c'est de la merde quand même. Et pour le coup, comme ils vivent dans un tube, ils la déposent plutôt en surface que dans le tube. Je veux pas de dessin, Quand on vit dans un tube, on ne peut pas faire caca dedans. Donc, ils déposent ça en surface. Vous voyez que ça contribue à enfouir, par exemple, les feuilles qui viennent d'arriver au sol. Et d'ailleurs, dans ce caca, il reste de la matière organique. Des bactéries vont se développer et ils vont le remanger quelques temps plus tard pour manger ces bactéries. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que pratiquement tout le sol est fait, dans ces cas-là, quand il y a des vers, de crottes de vers de terre. Donc, c'est plus que de la crotte de ver de terre. Et ça, c'est très important parce que là, ils ont tout mélangé, de la matière organique et de la matière minérale. Ils l'ont tout finement mélangé. Et d'ailleurs, ça fait un espèce d'accoquinement de matière organique et d'argile qu'on appelle le complexe argilo-humique, qui est très important pour la stabilité et la fertilité des sols. Oui, dans un sol,
tout s'enfonce. Si vous permettez, je prendrai des questions après, bien sûr. Tout s'enfonce. Et je vous emmène ici en Irlande, dans un cimetière qui a des parties plus ou moins anciennes. Vous voyez que plus les parties sont anciennes, moins on voit les pierres tombales. Les microbes prélèvent en profondeur et font des turicules en surface, et tout s'enfonce dans le sol. C'est une chose qu'avait remarqué Darwin, qui consacre une grande partie de toute sa vie et son dernier ouvrage à la formation de la terre végétale sous l'action des vers de terre. Il avait dans son jardin mis de la poudre de craie, et tous les ans il faisait un trou pour voir où la poudre de craie arrivait par le biais de l'enfoncement des vers de terre. Il en avait déduit une vitesse d'enfoncement qui lui avait même permis, mais là il avait exagéré, vous allez voir, de dater des gisements archéologiques en fonction de leur profondeur. La réalité est qu'à partir d'une certaine profondeur, il est peu probable que le ver de terre aille chercher des choses en dessous, donc la vitesse d'enfoncement finit par s'arrêter. Mais pendant la vie de Darwin, elle ne s'était pas arrêtée, et il avait extrapolé qu'elle était continue, et du coup il s'était sévèrement planté sur l'âge de Stone Age et quelques autres sites archéologiques. Mais peu importe, l'observation et l'idée étaient importantes, il a fait des travaux vraiment formidables là-dessus, sauf que il y a des sols sans vers de terre, des pinèdes, des landes bretonnes, ou tout le continent nord-américain. Il n'y a pas de vers de terre. Alors, qui fait le travail ? Ne me dites pas d'autres animaux, parce que d'autres animaux qui font aussi... Non, là, vous allez tricher. Qui d'autre que les animaux mélange ? C'est toujours cette question à laquelle personne n'a de réponse, parce que la réponse crève les yeux. Mais les plantes, absolument. Et leurs racines, effectivement. Regardez plutôt. Les plantes, il ne faut pas oublier les parties souterraines. Il ne faut pas les oublier. Ici, l'illustrateur de mon dernier livre a un peu poussé le dessin, mais un tiers de la masse de la plante se trouve sous terre, en moyenne. Et ces racines, elles poussent, elles rentrent dans le sol. Donc c'est de la matière organique qui arrive dans le sol. Une racine, ça a des fuites. Une racine, ça sécrète, ça émet tout un tas de molécules qui servent par exemple à attirer des bactéries, comme tout à l'heure mes rhizobium, ou qui servent au contraire d'antibiotiques pour éloigner d'autres bactéries. Donc entre les fuites et les sécrétions, c'est 10 à 40% de la photosynthèse qui finit émis dans le sol autour de la racine, donc injectée en profondeur. Et puis une racine, souvent ça meurt. Toutes les petites racines ne deviennent pas grosses. Et quand ça meurt, c'est de la matière organique qui reste là. Donc, c'est une machine à injecter de la matière organique dans le sol, la plante. C'est aussi une machine à extraire du sol de l'azote, du phosphate, tout ce qu'on a vu qui était préparé tout à l'heure par les microbes et qui monte par la sève dans les parties aériennes. Parties aériennes qui meurent et qui retombent en surface. Et tout ce qui a été prélevé en profondeur est remis en surface. Alors évidemment, ce mélange-là, il se fait moins vite que le mélange par les vers de terre, mais il se fait. Tiens, un chiffre. La silice n'est pas un composant très abondant des plantes. Elles en mettent un peu dans leurs feuilles parce que elles en font des petits morceaux qui font mal aux dents des herbivores. Les petits, les insectes, les choses comme ça. C'est des défenses. C'est comme des arêtes de poisson, si vous voulez, dans la feuille, à l'échelle des insectes. Mais il n'y a pas beaucoup de silice dans les plantes. N'empêche que chaque hectare de forêt dans nos régions, quand les feuilles tombent à l'automne, c'est 10 à 50 kilos de silice par hectare et par an qui arrivent au sol. Vous y êtes ? Et qui a été prélevé en profondeur, mais qui arrive en surface. Vous le sentez, ce brassage végétal ? Plus délicat, moins intense que celui des vers, bien sûr, mais effectif. Et c'est pas tout. Qui est-ce qui mélange encore ? Pardon ? Alors, vous avez raison, la gravité. Souvent, quand il pleut, il y a des trucs de surface qui descendent, mais rien remonte. Mais c'est vrai qu'il y a un entraînement gravitaire, vous avez tout à fait raison. Oui, mais bon, ça rejoint les vers de terre. Là, j'ai rangé les animaux, vous avez raison, c'est une taupe ou un mulot, ça brasse un peu. Il y a les animaux, il y a les plantes, et il y a les champignons. Regardez, vous avez de la matière organique qui est introduite là où les filaments grandissent et vous ramenez activement des choses depuis les zones anciennes. Les champignons, ils déplacent des choses dans le sol. Alors évidemment, c'est encore moins que les racines, c'est encore moins que les vers de terre, mais ça existe. Et ça existe au point que les plantes s'en servent. Suivez-moi encore là-dessus. Vous repérez ici cette plante avec ses racines.
Mais il faut savoir que chez 9/10 des plantes, ce que vous appelez des racines, ce n'est pas que des racines. Si vous les observez au microscope avec une coloration suffisante, par exemple ici une coloration bleue, vous arrivez à voir qu'il y a des filaments de champignons, les fameux filaments dont je vous parlais, qui rentrent dans la racine alors même qu'elle est en bonne santé. Et du coup, ce que vous appelez une racine, c'est pas une racine, c'est ce qu'on appelle une mycorhize, c'est-à-dire un mélange de filaments de champignons et de racines. Les deux sont ensemble. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils font là, ces champignons? Ils se nourrissent, ils reçoivent du sucre. Mais par ailleurs, ils sont dans le sol. Et ils explorent le sol pour aller y chercher de l'eau et des sels minéraux. Et oui, c'est pas la racine qui fait les courses. C'est un champignon qu'elles nourrissent. Vous y êtes? Elles nourrissent le champignon rapatrie des ressources pour lui et pour la racine. Et bien il les déplace. Il va les chercher très loin et il les ramène à la racine. Ainsi, on compte que la surface de contact avec le sol, entre la racine sol et le sol, et la racine plus le champignon et le sol, est augmentée d'un facteur 10 000. Et ce, en faisant croître des filaments de champignons qui sont plus petits que des racines et qui coûtent donc 100 fois moins cher à construire. C'est vraiment de la sous-traitance. C'est moins cher et en plus, dans certaines conditions, on peut balancer le sous-traitant. Vous y êtes? Et ça utilise la capacité des champignons à déplacer des choses. Voilà, alors c'est pas un déplacement fondamental, mais n'empêche que 9/10 des plantes utilisent ça pour se nourrir dans le sol et elles ne se nourrissent pas sans ces champignons. En plus, pour ces champignons, la plante est devenue la source d'alimentation, donc il faut absolument que la racine soit en bonne santé. Et dans leur évolution, tout ce qui protège la plante a été sélectionné, et en plus de la nourrir, les champignons protègent la plante, ils la protègent contre les agressions du sol. Alors pas avec 100% d'efficacité, mais leur présence protège la racine. C'est vraiment une association à bénéfice réciproque pour les deux partenaires. Je l'aime beaucoup, je suis assez enthousiaste parce que c'est là-dessus que mes équipes de recherche travaillent en fait. Vous comprenez que pour l'agriculture de demain, c'est un paramètre qu'on peut vouloir utiliser. Bref, ce mélange de matière organique, de roches et d'atmosphère, il est chorégraphié, mis en mouvement par le vivant, et ça y est, j'ai fait mon sol. Ah oui, j'ai fait aussi un truc au passage. À force de faire des racines qui meurent en s'effondrant, en pourrissant, ou de faire des trous de verre, ou des trajets d'amibes, ou des filaments de champignons qui meurent en s'écroulant, j'ai fait des trous. Des trous, des galeries, et ça, c'est les fameux trous où il y a l'eau et l'air dans le sol. Un sous-produit de ce mouvement, c'est de faire les fameux trous où on va trouver nos gaz et nos liquides. Bon, alors ça y est, le sol, il est fait par la vie, il est animé par la vie. Et maintenant, je voudrais vous montrer que ce que j'ai construit là, ce qu'on a construit comme représentation, ça a des rôles en dehors du sol. Suivez-moi, vous allez voir, on sort du sol et on rentre dans le monde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a dans l'atmosphère des gaz qui retiennent l'énergie que nous envoie le soleil et qui réchauffent le climat. L'effet de serre, c'est à la base une bonne chose. Sans effet de serre, il ferait moins 50 degrés sur Terre. Enfin, je ne sais pas quelles sont vos préférences thermiques. Je vous signale qu'à moins 50 degrés, vos yeux gèlent en moins de 2 minutes. Donc ce n'est pas vraiment le genre d'endroit où on a envie de vivre, d'accord? Et donc l'effet de serre, un petit peu, c'est bien. C'est comme tout, la question c'est la dose. Bon. Les sols, avant que l'humanité n'apparaisse, font partie des choses qui font de l'effet de serre. Pourquoi? Je vous ai dit qu'ils respiraient. Donc ils produisent du CO2, qui est un gaz qui contribue à l'effet de serre. Cela dit, il y a beaucoup de sols où il n'y a pas d'oxygène, parce qu'ils sont complètement inondés. Des fois, c'est des portions de sol qui sont trop tassées pour que l'oxygène rentre. Eh bien, figurez-vous que dans ces endroits-là, il y a des bactéries qui arrivent quand même à respirer. Il n'y a pas d'oxygène, qu'à cela ne tienne. Elles utilisent des choses qui sont moins efficaces pour respirer, mais faute de grives, il faut se contenter de, par exemple, de CO2. Il y a des bactéries qui respirent au CO2. Alors ça vous paraît bizarre, mais je vous ai dit, en surface, vous n'avez pas idée de ce qu'on peut faire. C'est dessous que ça se passe. Et ces bactéries, le sous-produit, c'est du méthane, le déchet qu'elles produisent. D'autres utilisent le nitrate pour respirer. Et le sous-produit, c'est le protoxyde d'azote que vous connaissez sous le nom de gaz hilarant et qu'il ne faut pas trop utiliser parce qu'il est aussi neurotoxique. Donc, quand on abuse du gaz hilarant pour se faire marrer, on finit par avoir la bouche qui ne ferme plus ou la langue qui ne bouge plus et ce n'est pas très bon. Voilà, il y a une jeunesse qui abuse de ça et c'est très dangereux. Mais c'est aussi très dangereux pour l'effet de serre.
Parce que tout ça, c'est des gaz à effet de serre, et le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2, et le protoxyde d'azote, lui, est 240 fois plus efficace que le CO2. Donc c'est des gaz à effet de serre drastiques. Donc de tout temps, le sol a contribué à la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bon. Mais ça, c'est l'effet de serre spontané et souhaitable. Maintenant, l'homme a accru l'effet de serre. Et une des façons dont l'homme a accru l'effet de serre, c'est la façon dont il gère les sols. Regardez plutôt. Quand vous labourez, vous aérez le sol, donc il y a plus d'oxygène. Donc les microbes respirent plus. D'ailleurs, les sols agricoles labourés sont très pâles, parce qu'ils contiennent peu de matière organique. Où est passé le carbone de la matière organique des sols labourés? Émis sous forme de CO2. Bien plus, l'homme irrigue. Alors ça, c'est un peu le paroxysme de l'irrigation, je suis d'accord, mais l'homme crée des sols avec les petites terrasses, là par exemple, qui retiennent l'eau, qui émettent beaucoup plus, des sols qui émettent beaucoup plus de méthane et de protoxyde d'azote. Il y a un couple assez sordide, c'est le couple irrigation plus engrais sous forme de nitrate. Quand on fait ça, on encourage les bactéries qui émettent du protoxyde d'azote. Donc aujourd'hui, nos pratiques agricoles contribuent à l'émission de gaz à effet de serre accrue par l'homme. Et le gaz qu'il faut retenir là, c'est le protoxyde d'azote. Quand vous regardez la carte de France de l'émission du protoxyde d'azote, alors vous voyez que Saint-Maur et la bassin parisien, et Paris même, il ne se passe pas trop grand-chose. Mais par contre, les zones où ça se passe, c'est le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, le bassin parisien, la plaine d'Alsace, les plaines de Saône et du Rhône, la Limagne, regardez comme elle est belle, la Limagne, là. Et pas le Languedoc-Roussillon, parce que là, il y a de l'agriculture, mais les sols sont secs. Il ne pleut pas beaucoup, surtout pas en été. Il pleut beaucoup en automne, beaucoup au printemps, mais le reste du temps, il ne pleut pas. Vous y êtes? En fait, notre usage des sols est responsable de 80% de notre émission de protoxyde d'azote en France. Et quand on entend ça, on est au cœur du problème, et des raisons qui me font me réjouir d'être là aujourd'hui, c'est qu'en fait, on voit bien que là, la science nous explique que bon, ce qu'on fait au sol, c'est mauvais pour le climat, alors qu'en fait, le sol est une solution pour le climat. Le sol devrait être notre meilleure façon de gérer le climat et d'empêcher l'effet de serre. Vous ne me croyez pas? Quand je dis la meilleure, elle est encore meilleure que celle qui consiste à planter des arbres. Parce que c'est sympa de planter des arbres. D'abord, ce n'est pas des forêts, c'est des plantations. Donc ce n'est pas aussi joli. Mais il va falloir les couper, ces arbres. Parce que c'est eux qui stockent le CO2. Vous êtes en train de léguer aux générations suivantes des surfaces enforestées qu'elles n'auront pas le droit de couper. Est-ce que vos ancêtres vous ont laissé des monceaux de déchets que vous n'avez pas le droit de toucher? Oui, ça arrive localement qu'il y ait une butte de déchets. Et on connaît quelques déchetteries, mais on n'est pas très content, quoi. Non, la solution dont je vais vous parler est une solution qui a plein d'élégance. C'est ce qu'on appelle le 4 pour 1000. 4 pour 1000, c'est une autre façon de dire 0,4%. En fait, le calcul est le suivant. Si chaque année, dans tous les sols, on augmente de 0,4%, 4 pour 1000, la quantité de matière organique, or vous vous souvenez que les sols agricoles, ils en manquent beaucoup. On va voir ce que ça fait tout à l'heure de manquer de matière organique. Ça les empêche de retenir l'eau, ça les rend plus faciles à éroder, ça les rend incapables de produire des engrais, des choses de la fertilité par décomposition, c'est une catastrophe. Si chaque année, donc, disais-je, on augmente de 4 pour 1000, 0,4% la teneur en matière organique de tous les sols, on a compensé toutes les émissions de CO2 de l'humanité de cette année-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer, mais ça veut dire qu'au moins on aura résolu cette année-là. Vous y êtes? C'est pas beaucoup, 4 pour 1000. C'est rien du tout, c'est un pouillème. Et vous allez me dire, oui, mais alors on la trouve où, la matière organique? Mais j'ai une bonne nouvelle. Là. Chez vous. Chez vous. Dans nos poubelles, par exemple, en France, il y a la moitié de l'azote nécessaire à l'agriculture sous forme d'azote organique, qui, en se décomposant lentement, pourrait remplacer une grande partie de nos engrais. Et puis, il y a aussi tous les produits de l'élevage. Et là, vous sentez que l'élevage n'est pas l'ennemi de l'agriculture. D'ailleurs, Sully, quand il disait labourage et pâturage sont les mamelles de la France, le pâturage, il pensait fumier. Fumier comme engrais et comme agent d'amélioration de la qualité des sols. Donc, si vous voulez, en fait, potentiellement, les sols portent une solution pour la compensation carbone. Cette idée du 4 pour 1000 a été beaucoup portée par Stéphane Le Foll, qui était un très bon technicien, à défaut d'être un bon politique, peut-être. Et elle a été un peu mise en veilleuse ensuite, en France, alors que tous les autres pays l'ont repris. C'est aujourd'hui un des fleurons
de l'exportation d'idées novatrices de la France, qui a complètement oublié le 4 pour 1000 quant à elle. Voilà. C'est dit le climat. Le sol, donc, fait ou défait le climat. Le sol, il fait aussi autre chose, il gère l'eau. Là, c'est une éponge, le sol, avec tous ses trous. Le cycle de l'eau, il est complètement aujourd'hui gouverné par les sols, car quand il pleut, l'eau est bue par le sol. Elle va être lentement rendue, mais vous comprenez qu'après une pluie, il n'y a pas une gigantesque crue, et entre deux pluies, il n'y a pas des rivières à sec, parce que l'eau continue à perler les sols. C'est un gigantesque régulateur qui accumule de l'eau. Avant qu'il y ait des sols sur Terre, eh ben, quand il pleuvait, il y avait une espèce de lame d'eau qui se déplaçait, façon oued, puis après c'était sec. Ces réserves d'eau permettent de nourrir les plantes. Et les plantes sont très gourmandes en eau. Vous savez qu'elles s'en servent en l'évaporant pour faire monter ce qu'elles ont prélevé dans le sol par leurs racines et leurs champignons mycorhiziens. Elles font monter ça, et pour vous fixer une idée sur les demandes en eau des plantes, qui vous montre qu'il y a vraiment besoin d'avoir une bonne éponge à eau, 1 hectare de forêt de chez nous demande 30 tonnes d'eau par jour. Si vous réfléchissez, ça fait l'équivalent de 3 mm de pluie par jour. Et comme il y a des feuilles et donc de l'évaporation que 200 jours par an, ça veut dire qu'une forêt demande 600 mm d'eau par an. Ben, ça tombe bien, hein, en dessous de 600 mm, il n'y a pas de forêt, au-dessus de 600 mm, il y a des forêts, et si vous êtes au-dessus, ben, en plus vous avez de quoi nourrir les rivières. Donc, ça permet les plantes, qui ont des besoins en eau même entre deux pluies, et puis, effectivement, ça permet un ruissellement retardé, qui non seulement soutient le cours des rivières, mais aussi, alors ça c'est une chose importante qui va nous servir tout de suite après, entraîne un tout petit peu de la fertilité des sols. Donc ça fait une eau qui arrive dans les rivières et dans les lacs, avec de quoi manger pour les algues et les poissons. On va y revenir. Et pour vous montrer un endroit où c'est tout à fait extraordinaire cette capacité à retenir l'eau, je vous emmène au sommet des Andes, où il y a des écosystèmes particuliers, les paramos, dont les sols, la matière organique se décompose très mal. On arrive à des sols à 850 tonnes de matière organique par hectare. C'est de la pure matière organique. Et cette matière organique retient beaucoup d'eau. Elle fait d'ailleurs des espèces de gel, vous le devinez sur l'image. On est à 2,5 fois son poids en eau. Un sol qui retient 2,5 fois son poids en eau. Alors quand vous sautez dessus, vous sautez sur une espèce de flambi un peu ferme. Hein. Est-ce que certains d'entre vous sont allés au sommet de l'Égual ? Nous avons en France une dizaine de mètres carrés de sol qui ressemble à ça. Alors, il n'y a pas les mêmes plantes dessus. Hein. Et au moment des épisodes Cévenol, quand il pleut beaucoup, moi j'ai emmené mes étudiants faire ça, quand on saute sur ce sol, eh ben ça vibre autour, parce que c'est un sol qui fait un gel. Alors, il y en a très peu chez nous, mais les montagnes tropicales comme les Andes en ont plein, et en fait ces sols sont les châteaux d'eau des grandes villes andines. C'est-à-dire que c'est ça qui s'écoule lentement entre deux saisons humides et qui nourrit en eau ces villes, qui sont en train de le découvrir parce que ces fameux paramos, ces écosystèmes sont en train d'être défrichés, brûlés, drainés, et en fait il n'y a plus d'eau pour les villes. Donc on est en train de faire la démonstration de ce que je dis, malheureusement, mais ça nous montre à quel point la matière organique, et notamment, et les sols en général, sont des éponges à eau qui sont vitales. Le cycle de l'eau, la façon dont l'eau se comporte, c'est aussi les sols. Et pour terminer, je vous emmène à la mer. Alors là, on est chez moi, à Belle-Île-en-Mer, et on a cette belle eau un peu verte qui témoigne de la présence de petites algues unicellulaires dans l'eau. Oui, les eaux du littoral sont très riches. D'ailleurs, si on regarde dans les océans où est produite la matière végétale et où sont produits les animaux, c'est tout le long des continents. Et on comprend pourquoi, parce qu'au milieu de l'océan, quand il y a un cadavre qui est produit, il n'est pas recyclé sur place, il sombre, et puis après il poursuit sa décomposition à 3 ou 4 000 mètres de fond, et ce qui est relargué très très loin de là où les algues peuvent faire la photosynthèse. En l'absence de sol, les océans, c'est des machines à s'appauvrir. Donc au milieu de l'océan, il n'y a rien à bouffer. Pourquoi il y a des choses à bouffer sur les littoraux ? Mais à cause de mon eau qui sort des sols, chargée de ce que le sol, par l'altération des roches et la décomposition, produit. Ces ruisseaux qui convergent pour donner des fleuves, des rivières, enfin des rivières d'abord et des fleuves ensuite, arrivent à l'océan chargés de choses qu'ils ont arrachées au sol. Les rivières et les fleuves sont des larmes de sol qui ont emmené des tas de choses à manger qui nourrissent
Les organismes sur la côte, ça fait des algues, ça fait des crustacés, ça fait des poissons et ça fait des pêcheurs. Et vous comprenez pourquoi, quand vous regardez cette carte, les pêcheurs bretons, ils n'ont pas envie d'aller pêcher au milieu de l'Atlantique, hein. Ils ont envie d'aller pêcher sur les côtes de Grande-Bretagne, parce que tout ça, c'est des côtes alimentées par des fleuves. Voilà, illustrer un point d'actualité sur le Brexit, qui est en fait une histoire de sol. Si vous me permettez de faire ce... Voilà. Ce sont les sols anglais que nous voulons. Ni leur cuisine, ni leur Premier ministre. Et donc, quand je vois ce plat, d'aucuns pourraient dire oui, le gruyère et le pesto viennent du sol, et puis le vin aussi et le pain. Non, tout le plat vient du sol. Coquillage compris. Coquillage compris. Nous mangeons du sol. Et vous voyez, je vous ai dit, le sol, il a des capacités extraordinaires en dehors de lui-même. Il contribue au climat, régule le cycle de l'eau, fertilise les océans et finalement nous nourrit, vous et moi. Et pourtant, au regard de tout ça et des logiques que nous comprenons aujourd'hui, tous nos gestes ne sont pas adaptés. Regardez plutôt. D'abord le labour. Alors le labour, c'est quelque chose qui va avoir plein d'effets nocifs sur le sol. Le premier effet, c'est que quand on voit ça, on pourrait se dire c'est un joli spectacle à Grèce, mais là, il y a des vers de terre qui passent un mauvais quart d'heure. Mais les mycéliums aussi passent un mauvais quart d'heure, ils sont complètement déchirés. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais un rond de sorcière sur un sol retourné. C'est un holocauste pour la vie du sol et on voit très bien que par rapport à des sols sans labour, les sols labourés contiennent moins d'espèces de champignons. Alors, paradoxalement, ils contiennent plus d'espèces de bactéries. Pourquoi ? Parce que libérées de la compétition des champignons, certaines bactéries arrivent à s'installer qui ne s'installeraient pas sinon. Mais n'en déduisez pas que c'est une bonne nouvelle, parce que les bactéries ne font pas des mycorhizes. Ah ben non. Elles ne remplacent pas les champignons. Elles occupent la même place, mais pour faire d'autres choses. Et donc, ça veut dire que vous perturbez beaucoup la vie du sol, notamment les champignons et les vers de terre. Comme vous aérez le sol, ça respire plus. Et de nouveau, vous voyez que vous avez ici des points dont la taille dépend de la quantité de matière organique présente dans le sol. Eh bien, vous voyez très bien que dans le bassin parisien, dans le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, dans la plaine Languedocienne, dans la plaine Saône-Rhône, vous avez très peu de matière organique dans les sols parce qu'à force de labourer, elle est partie, cette matière organique. Et avec elle, la capacité à retenir l'eau. Et avec elle, la capacité à nourrir des microbes diversifiés. Et avec elle aussi, la capacité de relier les morceaux de sol et de faire la cohésion du sol. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vos sols, comme il y a moins de matière organique, ils partent plus en miettes. C'est collant, la matière organique. Je dis souvent à mes étudiants que la meilleure image de la matière organique dans le sol qu'on puisse donner, c'est la morve. C'est gluant. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu sur les doigts, mais c'est difficile de l'enlever. Et donc, ça donne de la cohérence au sol. En plus, ça retient de l'eau, comme la morve. Vraiment, enfin, c'est la bonne image. Je suis désolé. Entre les images scatologiques et les images morveuses, vous allez repartir fâchés chez vous. Et ça explique la chose suivante, c'est qu'on est habitué, dans ces paysages retournés, à avoir, quand il y a des épisodes pluvieux, des eaux qui sont colorées. Les eaux colorées que je vous ai montrées tout à l'heure, en brun ou en jaunâtre, ça vous paraît habituel. Mais attendez, allez en forêt et regardez l'eau. Elle est transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont entraînées, mais il y en a tellement peu qu'elle est quand même translucide. Et oui, nos sols agricoles érodent 10 à 100 fois plus quand ils sont labourés que sinon. Ça veut dire que les sols de la Beauce sont en train de disparaître à la vitesse de sols alpins. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont en train de fondre. Ils sont en train de disparaître. Alors souvent, et notamment les agriculteurs me regardent en rigolant, souvent ils disent « Ouais, quand même. » Bah oui, quand on a 3,5 mètres de sol, il va falloir plusieurs centaines d'années pour arriver à dézinguer tout ça. Donc ça ne se voit pas. Mais là où ça se voit, c'est quand vous êtes allé en vacances visiter Athènes, visiter Antioche, visiter... Qu'est-ce que vous avez visité comme cité de la Grèce antique ou de la Rome antique Je ne sais pas moi, donnez-moi des noms. Paestum peut-être. Les sols autour sont squelettiques. Et on se dit, ah bah oui, les sols méditerranéens sont squelettiques. Mais pensez-vous qu'on a construit les grandes cités antiques ailleurs qu'au milieu de plaines fertiles ? Non, mais simplement on les a labourées pendant plusieurs millénaires. Et le résultat, il est là. Il est qu'il y a des îles grecques où il n'y a plus de sol. Chypre, par exemple, c'est un massacre total. Il n'y a du sol que dans les trous. Chypre a une couverture végétale et des sols remarquables, avant l'homme et avant le labour. D'ailleurs, le labour
permettre aussi l'érosion par le vent. Et il y a eu un épisode cinglant en Amérique qui a été le Dust Bowl dans les années 30 du siècle dernier. Il y a eu une érosion éolienne terrible qui a décapé le sol de certaines exploitations et enfoui d'autres exploitations sous les produits arrachés aux premières. Et ça a jeté des dizaines de milliers de gens sur la route ruinés, et ça a inspiré à Steinbeck les raisins de la colère. Vous voyez qu'on peut faire de la misère humaine quand on ne s'occupe pas de ces sols. Et d'ailleurs, ça a fait dire à Roosevelt une phrase que peu d'édiles, sauf peut-être vous, monsieur le maire, savent encore prononcer, qu'un peuple qui ne s'occupe pas de ses sols détruit son destin. L'Amérique a oublié cette citation et ce problème depuis, mais l'érosion, il s'est envolé depuis que l'homme laboure et surpâture aussi, il faut bien le dire, de telle sorte qu'on compte qu'aujourd'hui l'homme est responsable de, selon les auteurs, de 50 à 98% de l'érosion totale observée. Quelques 90 milliards de tonnes de sol qui retournent à l'océan chaque année. Et bien là-dessus, selon les estimations, 50 à 98%, c'est nous qui le faisons. Nos sols sont en train de fondre sous nos yeux. Et le labour, à court terme, il désherbe, il aère, et il remonte la fertilité à la façon des vers de terre, notamment en s'opposant à l'entraînement de toute la fertilité par la pluie en profondeur, mais à long terme, il perturbe la vie du sol, il détruit la matière organique et la capacité du sol à être cohérent et à retenir l'eau, et il entraîne une érosion accrue. Le sol est une catastrophe à long terme, même s'il paraît une bonne idée à court terme, comme disait Sully. Et donc la deuxième partie de sa citation est un peu pourrie vue d'aujourd'hui. Labourage et pâturage sont les mamelles de la France. Eh bien, le pâturage fait de l'engrais, oui. Le labour à long terme, c'est une catastrophe. Enfin et brièvement, nos sols, nous leur imposons des intrants comme des pesticides. Vous voyez, le glyphosate, ça tue les œufs de vers de terre. Le glyphosate, ça tue les spores de champignons mycorhiziens. Il y a une grosse discussion pour savoir si le glyphosate est toxique pour l'homme ou pas. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas médecin, mais je peux vous dire que pour les sols, ce n'est pas la joie. On met aussi des engrais minéraux. Alors quand on met des engrais minéraux, les plantes ne nourrissent plus leurs champignons mycorhiziens puisqu'elles peuvent se servir toutes seules. Et vous voyez que, en présence d'engrais, vous réduisez la quantité de champignons mycorhiziens sans réduire la quantité de pathogènes. Mais au passage, comme vous avez moins de mycorhiziens, vous avez moins de protection contre les pathogènes. Puisqu'ils font ça aussi, en plus de faire les courses. Et donc ça, c'est vraiment un truc important, c'est que ça perturbe aussi les sols. Et en plus, quand on met beaucoup d'engrais pour que les plantes se servent facilement, il en part d'autant plus dans l'eau. Et où finit l'eau du sol ? Sur les littoraux, sous forme de marée verte en Bretagne, de marée brune en Guadeloupe, ou de marée rouge, oui, il y a ça, sur les côtes canadiennes. La couleur change, les ennuis ne changent pas. La dernière chose, et vous faites visiblement avec votre PLU une exception remarquable à ça, c'est que très souvent, devant l'extension des villes, on ne fait pas très attention. Les sols agricoles et fertiles ne valent pas grand-chose. L'artificialisation des sols qui les recouvre de béton va galopante. Elle recouvre chaque année un département, tous les 7 à 10 ans, l'équivalent d'un département de taille moyenne français. Et ça, c'est du sol perdu. Et je vous fais observer que ça, c'est du sol vraiment perdu. Il n'est pas simplement abîmé, comme par l'agriculture conventionnelle, qui estourbit les sols mais ne les tue pas. Ceux-là, ils sont morts. C'est les citadins qui tuent les sols, pas les agriculteurs. Et ça, c'est grave parce qu'il faut un millénaire pour faire un sol fertile. Et donc, ça veut dire que les sols que nous détruisons, nous ne les referons pas. Nous avons oublié que les sols, c'est un patrimoine dont on peut encaisser les intérêts, mais dont on ne doit pas toucher le capital. Aujourd'hui, nous mordons à pleines dents dans le capital, et ça, c'est pas sympa pour nos enfants. Je ne sais pas qu'il y a des enfants ici, mais si vous aimez vos enfants, vous n'avez pas envie qu'ils vivent moins dignement que vous. Mais c'est pourtant ce que nous préparons. Alors, aujourd'hui, l'excès de labour, les pesticides, les engrais minéraux, l'artificialisation posent des problèmes. Mais c'est pour ça qu'il faut le dire. C'est parce qu'on commence à avoir des solutions différentes, des parcours techniques différents, et qu'il n'est pas trop tard. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il commence à être tard. Le changement climatique, par exemple, ça commence à chauffer. Mais pour les sols, si on prend conscience de ce qui se passe et qu'on revisite nos pratiques au regard de tous les mécanismes que je vous ai dit, on a aujourd'hui des moyens de proposer ce qu'on appelle une agroécologie, c'est-à-dire une agriculture basée sur la sélection de mécanismes écologiques qui marchent. Ce que j'ai voulu vous dire, c'est que le sol est plein de vie,
fabriqué par la vie et animé par la vie, ceci rayonne bien largement autour de lui et ça mérite qu'on essaye, dans notre façon de gérer les sols, de maintenir toutes ces fonctions. C'est possible. Il ne faut pas oublier que le sol, ce sont les écosystèmes terrestres. Le reste n'en est qu'une vague conséquence et la périphérie. Oui, vous êtes périphérique. Voilà. Et entre nous, moi je préfère être dessus que dessous, même si je sais bien où je finirai, mais je dois être conscient de ce que j'ai sous les pieds. Alors ça mériterait presque un livre qui nous dirait que le sol est l'origine du monde tel que nous le connaissons. J'ai produit ce livre avant de découvrir qu'il y avait quelqu'un n'avait pas un tableau avec le même titre, donc j'étais un peu ennuyé. Mais il est vrai que le monde où nous vivons est profondément façonné par la présence des sols, et c'est ça que je voulais vous dire ou vous rappeler ce soir, parce que je sens bien que certains d'entre vous, dont ceux que je connais, ont déjà compris que les sols étaient importants. Je vous remercie de votre attention. On peut prendre quelques questions. Hein. Alors, monsieur a dégainé en premier. Alors, je pensais que c'était pour une question. Désolé. Bonsoir. Suite à l'introduction de compost mal décomposé pendant des années, mon sol a eu, d'après ce qu'on m'a dit, du pourridé. Bon, je reviendrai pas au traitement. À l'heure actuelle, par exemple, de temps en temps, à un endroit, si je mets un dahlia, il ne pousse pas. Et quand je l'enlève, il y a plein de filaments de champignons blancs. Que dois-je faire? Alors, il va falloir trouver quelqu'un d'autre parce que je suis assez mauvais. Moi, je suis pas un spécialiste, si vous voulez, des pratiques concrètes pour chaque culture et chaque sol. Parce que ça, c'est un métier. C'est maraîcher, c'est horticulteur. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des sols où, quand on a réintroduit trop de matière organique, ça fait tellement de réserves en eau que ça favorise certaines propagations dans le micro-organismes indésirables. Et ça, c'est un truc important, c'est qu'on ne peut pas croire qu'il y a des terroirs sans imaginer que les gestes qu'il faudra faire ne sont pas les mêmes. Et je peux imaginer que certains sols ne se prêtent pas du tout à ramener de la matière organique, quand d'autres, au contraire, se prêtent à en ramener plus que beaucoup. À cette époque-là, il n'y avait pas de déchetterie, qu'est-ce que vous voulez, on était malheureux. Non, mais je ne vous pas de reproche. Il y a 50 ans, c'était mon grand-père, pour rien vous cacher. Et on taillait les acacias, tous les ans, on mettait l'acacia dans le compost, on appelait ça du compost. Du reste, il faudrait peut-être expliquer la différence qu'il y a entre le compost fait par un particulier et le compost professionnel. Entre autres, quand on fait du compost avec 10 mètres cubes, c'est pas pareil que quand on fait un compost avec 100, vous voyez, il y en a un qui chauffe, l'autre qui péniblement monte à 30 degrés, il y en a un où les choses sont pas cuites, les graines et tout ça. Bon, enfin, je veux pas monopoliser le micro, mais on parle toujours du compost, mais on ne fait pas le compost d'un professionnel. Il y a compostage et compostage. Mais si vous m'avez suivi, quand vous faites du compost, vous avez vu qu'il réduit de volume si vous en avez fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des organismes qui respirent dedans, comme la pomme tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça émet du CO2. Et il y a un jus qui sort qui est très riche en nitrate, en phosphate, qui peut d'ailleurs être utilisé. Mais en fait, plus votre compostage avance, plus vous avez perdu de la matière organique. Si vous m'avez suivi tout à l'heure, le programme qu'il faut arriver à imaginer, et il est possible dans certains cas, c'est de mettre la matière organique fraîche sur le sol. De façon à avoir à la fois l'azote et le phosphate qu'elle contient et qu'elle relarguera, et la matière organique en tant que matière organique qui a un rôle le temps qu'elle survive dans les sols. Donc composter, c'est bien, mais idéalement, on pourrait avoir des circuits de distribution plus rapides de matière organique fraîche directement dans les champs, à l'exception de matière organique contenant éventuellement des microbes indésirables. Et typiquement, on ne va pas étaler le contenu des toilettes dans les champs directement, parce que là, il y a des bactéries indésirables. Et là, un compostage permet de remplacer les bactéries indésirables et potentiellement agents de diarrhée et autres par des bactéries moins toxiques.
Mais à terme, le compostage n'est pas forcément quelque chose d'archi idéal parce que ça détruit la matière organique. Et comme plus vous compostez, plus vous allez vers l'engrais minéral, sans y parvenir complètement, bien sûr. Et ce qu'on voudrait, voilà, c'est utiliser plus la matière organique fraîche et la mettre à la surface du sol. Alors vous allez me dire, oh là là, ça va pourrir et tout. Non, si c'est un sol à vers de terre, ils vont rapidement vous recouvrir ça de crotte et manger tout ça pour... Et donc, c'est l'idée dans des sols qui s'y prêtent. Typiquement, pas des sols trop riches en argile. Alors, normalement, un sol sableux, c'est plutôt bien. Vos aïeux ont dû mettre la dose. Hein. Mais c'est facile d'y mettre la dose en mettant un peu tous les ans dans son jardin. Et ça veut dire qu'on a un vrai problème de redistribution de la merde, si vous me permettez. Hein. L'idée, c'est qu'on a des endroits où sont produits des déchets organiques et des endroits qui en ont besoin. Il aurait été mieux d'exporter tout ce que vous avez mis en excès dans votre jardin vers la Beauce. Mais ça s'organise que politiquement. C'est des volontés sur la géopolitique des déchets, qui ne sont même pas des volontés responsables des élus locaux, disons-le. Parce que là, il y a un problème de complémentarité transrégionale. Surtout maintenant où on a séparé l'agriculture et l'élevage, et bien sûr les villes et la campagne. Donc ça demande vraiment une vision du territoire au-delà des bassins de vie ou de production. Désolé pour vos dahlias. Alors, j'aurais aimé connaître l'effet du sulfate de cuivre qui est utilisé en agriculture biologique sur les sols. Alors, je vais avoir une réponse en deux volets. Le premier, c'est qu'effectivement, une certaine littérature dit « Ah oui, l'agriculture biologique, elle utilise du cuivre. » L'agriculture conventionnelle aussi. D'accord ? Moi, en conventionnel, je ne fais pas du vin sans cuivre. Ok ? Donc là, ça a été utilisé un petit peu pour fustiger l'agriculture biologique, alors que c'est un produit largement utilisé en dehors de l'agriculture biologique. Donc radicalisons la façon... Mais je comprends votre question, je vais venir au fond, qui m'intéresse. Je balaye d'emblée la façon de dire le bio, c'est pas bien parce que ça utilise du cuivre. Bon, c'est bizarre comme argument. Bon, après, est-ce que le cuivre, c'est bon ? Alors, c'est pas bon. La preuve, c'est que quand il y en a sur la feuille, les parasites ne se développent pas. Donc, c'est un des plus puissants biocides qui soit. Sauf que, alors il faut savoir, sauf que, quand il arrive dans le sol, il se fixe tout de suite sur la matière organique ou sur l'argile et du coup, il ne circule plus. Et comme il ne circule plus, il n'est pas toxique. Le problème, c'est s'il y a beaucoup de cuivre qui est en train d'arriver et qui n'a pas encore eu le temps de... C'est un peu les chaises musicales, quoi. Tant qu'il y a de la musique, il y a des gens qui courent. Une fois qu'on arrête la musique, paf, il n'y a plus beaucoup de gens qui ne soient pas fixés sur une chaise. Donc, on préconise, il y a eu des méta-analyses de tas de données, de tas de travaux qui ont été faits par les gens de l'INRA de Dijon qui disent pas plus de 4 kg hectares par an. Au-delà, on rentre dans une zone où il va y avoir du cuivre pas encore fixé en grande quantité. Mais pour vous dire à quelle vitesse il se fixe, je vais vous parler du problème du cuivre. Le problème du cuivre, c'est que si vous changez de culture, alors si vous faites de la vigne ou de l'arboriculture, ça ne va pas être le cas, mais imaginez, vous arrachez votre vigne, vous plantez un champ de blé. Bon, ce n'est pas une grosse tendance dominante en France, mais là, les plantes, avec leurs racines, elles modifient le sol. Et les modifications, quand on change de plante, vont déstabiliser des complexes cuivre-argile, cuivre en matière organique. Et moi, j'ai vu des champs autour de Cognac, de blé, où il y a des stries jaunes. C'est l'endroit exact où il y avait les rangs de vignes. Alors, c'est doublement intéressant. Ça montre d'abord que le problème, c'est quand on change de culture, on risque de se récupérer du cuivre libre, libéré par la nouvelle culture, qui change un peu la règle du jeu dans le sol. Mais l'autre chose, c'est que je vous ai dit, on voit les rangs de vignes. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cuivre, il arrive dans le sol et là, il se fait fixer. Il n'a pas le temps d'aller jusque dans l'interrang. Je vois des bandes jaunes. Oh, je ne l'ai pas là, cette image. C'est dommage parce qu'elle est super belle. On dirait un vêtement de tolard classique avec des bandes jaunes. Donc, le cuivre, c'est pas génial. Mais typiquement, pour moi, ça fait partie des choses moins graves que le glyphosate. Et toutes ces choses-là, c'est des choses dont il faut sortir lentement ou essayer de sortir. Mais il ne faut pas dire on n'en veut plus avant d'avoir trouvé des itinéraires de remplacement. Il ne faut pas en sortir en obligeant nos agriculteurs qui ne sont déjà pas en forme financièrement à s'en passer sans leur proposer d'alternatives.
ou de soulagement financier pour les manques à gagner. Voilà, mon avis sur le cuivre, c'est que c'est pas bon. Dans les pas bons, c'est pas un des pires pas bons. Et dans les sols, il est très vite fixé. Et moi, je connais des sols qui ont 1 tonne de cuivre à l'hectare et il y a encore des vers de terre. Parce que le cuivre est occupé à autre chose. J'ai plusieurs questions dans des directions différentes. Alors, je ne sais pas si celle-là est dans votre périmètre. Pourquoi est-ce qu'il y a des remontées capillaires dans les bâtiments qui sont directement sur le sol? Deuxième question, c'est au niveau de l'agriculture, en termes d'agriculture intensive, quelle serait une alternative faisable? Est-ce que c'est permaculture? Est-ce que c'est autre chose? Et troisième question, les vers de terre, donc... je crois avoir compris qu'à une certaine distance de profondeur du sol, on ne les voit plus. Alors, je vais commencer par la fin. La vie dans le sol, plus vous enfoncez, moins il y en a. Donc, effectivement, alors ça varie selon les sols, mais quand vous dépassez 50 cm, 1 mètre, vous n'aurez plus de vers de terre. Ça dépend des sols, ensuite, la profondeur. Mais dans tous les sols, l'abondance, le nombre d'espèces, le nombre d'individus par espèce, tout décroît. Mais ça ne s'annule jamais. Quand vous passez dans la roche, il reste des bactéries, il reste quelques champignons et quelques amibes. Même à 5-6 km. Seulement, il y en a très 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 peu. Et en fait, on dit souvent, alors ça vaut ce que ça vaut, que dans les 20 premiers centimètres, il y a 80% de la vie du sol. Bon, mais ça varie beaucoup d'un sol à l'autre. Votre deuxième question, c'est la remontée capillaire. L'idée, c'est que quand il y a des petits trous, l'eau peut remonter par capillarité. Et comme ce n'est pas de l'eau, mais de l'eau qui contient des choses issues de l'altération, de la décomposition, etc., ça dépose des tas de minéraux et ça peut déposer en surface des excès de minéraux. Ça, c'est pas très très bon pour vos murs ou pour ce que vous cultivez. Mais ça, c'est les cas très particuliers en fait où l'eau ne peut que s'évaporer et n'est pas prise en charge en profondeur par les végétaux. Dans ces cas-là, il n'y a pas de remontée capillaire. Donc souvent, quand on a des remontées capillaires, c'est soit qu'il fait très chaud en surface et ou qu'il n'y a pas assez de végétaux pour prendre en charge l'eau en profondeur. Et du coup, elle ne fait que s'évaporer en surface. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de ça, d'autant que c'est pas vraiment des choses que j'ai racontées, ça c'est vraiment les phénomènes physico-chimiques, mais ils existent aussi dans les sols. Et j'en viens à votre deuxième question, donc, qui était celle sur... Redonnez-moi un mot-clé. Oui, alors, l'agriculture. Alors, vous dites l'agriculture intensive. Moi, je ne voudrais pas opposer l'agriculture intensive et l'agroécologie. Je voudrais opposer les méthodes de l'agriculture conventionnelle avec des intrants qui posent des problèmes de bord sur la qualité des eaux continentales, la santé des gens qui manipulent les produits, la santé des gens qui mangent. Je voudrais comparer cette agriculture conventionnelle à une agriculture qui n'utilise plus ces produits et qui cherche des itinéraires techniques alternatifs. Je ne voudrais pas le faire sans rappeler que l'agriculture conventionnelle avait un cahier des charges qui était de nourrir les gens, et elle y arrive. Elle a rempli sa mission. Simplement, on découvre qu'il y a un problème. Alors, on veut résoudre aussi ce problème aujourd'hui, mais nos solutions vont sans doute poser des problèmes demain. Ce qui fait que les gens qui nous disent « Attention, ça pose des problèmes, votre histoire », oui, tout progrès pose des problèmes dont la résolution s'appelle aussi un progrès. Et c'est une course en avant, ça fait des millénaires qu'on évolue, on ne va pas arrêter d'évoluer. Donc j'opposerai donc plus les pratiques conventionnelles aux pratiques alternatives. Les pratiques alternatives sont de deux types. Il y a celles qui ont pris conscience de la toxicité d'un certain nombre de molécules et qui les refusent. Donc ça va refuser les engrais minéraux et les molécules chimiques, c'est le bio, qui travaille au fumier, et avec du cuivre, voire quelques pesticides qui sont d'origine biologique, qui sont des jus de plantes et des choses comme ça. Alors le bio, il a pris forme parce que les gens réalisent bien que c'est important pour notre santé. Et c'est vrai que le bio, c'est pas que les produits soient meilleurs, plus riches en vitamines et autres, simplement ils sont moins riches en résidus de pesticides. Donc effectivement, c'est meilleur pour la santé. Mais autant on a compris que notre santé était un problème, autant on a du mal à comprendre ce que c'est que le bon fonctionnement des sols et ce qu'on pourrait appeler la santé des sols. Et l'agriculture qui va avec ça, elle tend à tarder à percer parce que les gens ne savent pas ce que c'est. C'est pour ça que moi j'essaie de me faire l'ambassadeur des sols pour essayer de sensibiliser les citoyens, parce qu'au fond c'est eux qui peuvent demain acheter des produits qui seront étiquetés sol durable. Alors ces méthodes-là, elles existent, c'est les méthodes sans labour, dans lesquelles on va avoir en plus énormément de matière organique qui tombe au sol parce qu'on pratique des intercultures. On récolte,
on sème des plantes qui vont pousser et on se débrouille pour que ces plantes retournent dans le sol avant la culture suivante. Comme on ne laboure pas, en gros, ça revient à soit semer des plantes qui gèlent en hiver, soit les faire manger les parties aériennes par du bétail, soit soi-même mécaniquement broyer cette matière organique et la laisser en surface. Vous voyez que tout ça, ça fait de la matière organique en plus de ne pas avoir touché le sol. Et ces sols-là redeviennent très vivants. Ils gagnent 25% de masse microbienne. En moyenne, c'est le chiffre moyen. Ils gagnent 25% d'activité microbienne. Donc effectivement, ils redeviennent extraordinairement vivants. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien gérer ces trucs qui ont poussé entre deux cultures. Et des fois, très souvent, on a recours au glyphosate. Et donc, vous avez deux canaux opposés qu'on a du mal à concilier. Vous avez ceux qui labourent comme ils veulent, mais qui font bio. Ils ne s'occupent pas des sols, ils s'occupent de la santé des consommateurs. Et ceux qui font au glyphosate, alors c'est pas très bon pour les sols, mais comme ils évitent le labour, leur sol se porte mieux quand même. Parce que le labour, c'est vraiment la gifle maximale. Et ceux-là, ils respectent les sols, mais parfois, assez souvent même, ils utilisent le glyphosate. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'ils arrivent à se passer du glyphosate. Alors, c'est possible pour certaines cultures, dans certaines régions. Par exemple, si vous avez des régions avec du gel en hiver, c'est bon. Vous plantez du tournesol et à la fin de l'hiver, vous avez une bouillie par terre, c'est fini. Dans d'autres régions, c'est moins faisable et pour l'instant, on ne peut pas s'échapper du glyphosate. Bon. Mais vous voyez, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a l'agriculture bio d'un côté, qui laboure comme elle veut, et on sait très bien que du coup, elle n'améliore pas les sols, ou en tout cas pas beaucoup, elle les améliore un peu parce qu'elle met de la matière organique à la place des engrais, mais enfin, elle ne les améliore pas beaucoup. Et de l'autre côté, on a l'agriculture, les permacultures, ou agriculture sous couvert, ou agriculture de conservation, mais qui, elles, ont des fois recours à des pesticides dont on voudrait limiter l'usage. Et donc l'étape suivante, c'est de créer une agriculture sous couvert bio. Alors dans ces cas-là, beaucoup de gens me disent « Oui, mais on sait déjà que l'agriculture bio réduit les rendements de 10%. L'agriculture sous couvert la réduit de 0 à 20%, ça commence à devenir chaud. » Alors, ça, c'est dans l'état actuel des connaissances. C'est dans l'état actuel des variétés de plantes qu'on sème, qui n'ont pas été faites pour ça. On peut espérer sélectionner des plantes qui conviennent mieux à ces nouvelles pratiques. Et c'est dans un contexte où 30% de l'alimentation finit à la poubelle. Que ce soit par excès d'achat chez nous, ou par infrastructure de distribution inappropriée dans les pays en voie de développement. Dans le monde entier, il y a un tiers de la bouffe qui finit pas mangée. Ça donne de la marge, à condition de prendre le problème comme un problème systémique. On retrouve le même problème que pour les ordures, et ça veut dire que c'est difficile. Il reste de gros débats pour savoir si on nourrit l'humanité avec ça. Et là, je bouquinais en venant le dernier numéro de la revue Epsilon, ou Epsilon, comme cette nouvelle revue scientifique, qui rapporte tous les travaux qui disent que c'est un peu chaud en azote. L'agriculture bio, elle a du mal à avoir assez d'azote. Je pense juste que c'est que l'agriculture bio telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'utilise pas assez les plantes fixatrices d'azote. Mais c'est peut-être qu'une partie de la solution, et tout ça mérite de la recherche, qui à cette étape n'est pas encore assez financée pour trouver des itinéraires techniques qui permettront à la fois de réconcilier le bio et les agricultures qui respectent le sol et de nourrir l'humanité. Ne me dites pas, comme me disent certains de mes collègues de l'Académie d'agriculture, « Oups, c'est enregistré ça ?» que c'est pas possible. En 1650, on est tous d'accord que l'homme ne peut pas voler. La question, c'est est-ce que c'est possible ? Et mettons tout sur la table, y compris les outils comme les nouvelles variétés et de nouveaux itinéraires techniques. Et après, moi, je suis convaincu qu'il restera des endroits où on aura intérêt à utiliser les pesticides et des endroits où on aura intérêt à continuer à labourer. Mais ils seront l'exception. Et l'usage de ces pratiques ne sera pas annuel. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne rien s'interdire. Et quelque part, mes collègues qui font de l'agriculture sous couvert ou du bio s'interdisent des choses. C'est ça qui empêche de faire la synthèse. Franchement, parler de l'absence de pesticides aux viticulteurs qui ont pris le mildiou cet été, ceux qui ne les ont pas utilisés, ils n'ont pas fait de vin. Mais c'est une année spéciale. Je reste convaincu que de temps à autre, on a le droit aux méthodes interdites.
La question, c'est la fréquence. Vous voyez, je pense que c'est de là que viendra la... Alors, c'est très dur à entendre aujourd'hui pour les gens du bio ou pour les gens de l'agriculture sous couvert quand je dis ça. Ce qui fait que je me fais des ennemis partout, là, en ce moment. On va arrêter avec cette réponse. Bonsoir. Merci pour cette conférence et merci à la ville de Saman pour l'organisation. J'ai 2 questions. La première concerne, est-ce qu'il y a des travaux encore sur l'effet du tassement du sol? On va dire, on sait quel est son effet donc, sur la physique du sol, mais est-ce qu'il a un effet sur, on va dire, l'activité biologique, les micro-organismes, etc. Ma deuxième question concerne l'initiative 4 pour 1000. Donc, si j'ai bien compris, donc c'est rajouter donc 0,4% de matière organique au sol, c'est ça? Et du coup, est-ce que si on rajoute de la matière organique au sol, est-ce qu'on ne changerait pas, on va dire, les micro-organismes qui y vivent? Est-ce que ça risque... Oui, mais on reviendrait à ceux qui vivaient avant le labour. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. L'idée, c'est de retrouver un mode de fonctionnement qui est le fonctionnement spontané historique. Mais tout ça, ça s'analyse. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, là où ça a été étudié, on va plutôt dans cette direction-là. On restaure une vie qui avait disparu, on n'est pas en train de trouver un autre point de fonctionnement. Parce qu'une fois de plus, ces sols labourés, ils ont perdu entre... Alors, je n'ai pas vraiment... Au pif, au doigt mouillé, je dirais entre 20 et 80% de leur matière organique. Donc, vous voyez, on est plutôt dans la restauration d'un fonctionnement qui a existé plutôt que dans le forçage d'un fonctionnement bizarre. Surtout si, en plus, on ne laboure pas. Quelqu'un, on permet à des tas d'espèces de reconquérir ça et de se réinstaller. Bien. Alors, et ça, c'est montré. Bon, alors, votre première question, c'est le tassement. Alors, c'est un des grands arguments du labour qui consiste à dire que quand on passe avec des engins agricoles qui sont lourds, on écrase les trous et qu'il faut refaire des trous. Alors, il faut savoir que le trou biologique est mieux que le trou de la charrue. Pourquoi? Le trou de la charrue, c'est un trou, souvent grossier, donc il ne retient pas bien l'eau, et il s'écroule au cours du temps. Parce que le trou biologique, c'est un trou de vers de terre qui a du mucus pour bien coulisser dans son trou, donc il est enduit de matière organique qui colle les morceaux, c'est un trou qui ne s'effondre pas. Puis c'est un trou qui est plutôt plus petit, c'est un trou par exemple de déplacement d'amibes, c'est tout petit ça, et ça c'est des trous qui retiennent bien l'eau. Bon, cas par capillarité pour dire le mot, parce qu'ils sont petits. Vous y êtes? Donc, le trou biologique est un trou de plus grande qualité parce qu'il est plus petit et plus stable. Le trou de labour, il se tasse rapidement et il faut relabourer. Et c'est une sorte de cercle vicieux, c'est comme la grattaire. Plus on gratte, plus il faut gratter, parce que ça gratte de plus en plus. D'accord? Donc, moi j'ai des photos et des observations, mais c'est banal, de parcelles en agriculture conventionnelle et en agriculture dite de conservation, donc on ne laboure pas. Alors déjà, la parcelle en agriculture de conservation, elle a l'air d'être 10 à 20 cm au-dessus de l'autre, simplement à cause du foisonnement de ces trous introduits par la vie. Et quand vous faites une photo après la pluie, il y en a une, c'est sec, et l'autre, il y a des grosses flaques d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, les trous se sont effondrés. Et si après le labour, vous avez une texture plus meuble et plus aérée, ce n'est pas vrai quelques temps après. Alors, comment gérer le problème du tassement? Là encore, c'est un truc multiparamétrique. 1. On a augmenté le poids des outils agricoles pour 2 raisons. La première, c'est que plus ils sont lourds, plus ils sont stables, donc c'est une raison de sécurité. La deuxième, c'est que le pétrole ne coûte rien. Donc que ce soit plus lourd, ce n'est pas un problème. Bon. Donc on a des outils agricoles qui sont trop lourds et qui donc surtassent le sol. La deuxième chose, c'est que on a des problèmes de gonflage de pneus. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend la route, on a intérêt à avoir des pneus gonflés. Bon. Mais quand on arrive dans la parcelle, on a intérêt à dégonfler les pneus, et il commence à y avoir des machines qui font ça, ou alors à avoir des chenillettes plutôt que des roues, parce que ça étale le poids sur une plus grande surface et ça tasse moins le sol. Vous y êtes? Donc aujourd'hui, il y a des outils à chenillettes en agriculture sous conservation qui permettent d'appuyer moins sur le sol. Mais surtout, si votre sol est vivant, tout le temps, il décompacte. Si vous l'avez labouré, il ne décompacte pas de lui-même parce qu'il n'y a pas de vie. S'il n'est pas labouré, il décompacte. Alors, ceci étant dit, qui est le raisonnement de dire qu'il faut passer à une autre vertu où il y a une décompaction spontanée,
Et puis, il faudra peut-être quand même gérer le poids des outils agricoles et le gonflage des pneus, pour faire simple. Hein. Il y a aussi des choses technologiques, parce que le poids, on peut le réduire en maintenant la sécurité quand même. Il y a aussi la question aussi de l'écartement des roues. Hein. On peut aussi gérer ça. Mais, et pour terminer, il y aura quand même des sols, notamment des sols limoneux en climat humide, qui vont tasser irrémédiablement. Et moi, je ne suis pas un ayatollah. Je pense qu'il y aura, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y aura des sols pour lesquels de temps à autre il faut un petit coup de labour pour repartir sur de bonnes bases. De la nuance et pas de sectarisme. Je voudrais vous faire... Merci beaucoup pour votre conférence, extrêmement intéressante. Je voudrais vous faire part de 2 anecdotes et après j'aurai une question. La première, par rapport au sol et au labour, puisque moi je suis d'origine agricole, je connais un vignoble... De quelle région ? Des Charentes, mais c'est un peu à sec. Et je connais un vignoble dans le sud de l'Alsace, à Guebwiller pour être précis, où ils cultivent la vigne en biodynamique depuis au moins une vingtaine d'années. Et une partie... C'est Dace ? Non, c'est... Enfin, je peux dire le nom si vous voulez, mais... Schlumberger, mais c'est tout. Je connais. Donc, il y a une partie qui est en classique et une partie qui est en biodynamie. Et il y a 5 ans, ils ont fait venir les experts, ils ont fait une tranchée dans chaque partie de la vigne, une tranchée à 1 mètre de profondeur. La partie classique, les racines de la vigne ne dépassaient pas le socle du labour. Oui, parce que quand vous labourez, vous appuyez sur le sol en dessous, donc vous faites une espèce de semelle de labour, et les racines, elles n'arrivent pas à le percer. La partie en biodynamie, les racines descendaient à 80 cm. Donc évidemment, ça donne autre chose comme produit. Mais il la labourait, cette partie-là ? Non. Ah oui, donc non, en fait, ça c'est moins l'effet de la biodynamie que du labour dont on parle. Mais vous avez raison, hein. Le labour, en fait, il tasse le sol en dessous de la zone où passe le socle de la charrue. Ma deuxième anecdote, c'est... Puisque vous avez beaucoup parlé d'un métal rouge, là, tout à l'heure, là, il y a dans le monde un seul hôpital où il n'y a aucune maladie nosocomiale. Il est situé au nord du Chili, près de la plus grande mine de cuivre du monde, et tous les équipements dans l'hôpital sont en cuivre. Donc les rambardes des escaliers et tout, et il n'y a pas de maladie nosocomiale. Pour dire l'effet du cuivre. C'est un toxique très fort. Et alors, effectivement, le cuivre d'une poignée, c'est un cuivre qui, lui, est libre. Hein. Enfin, libre. En surface, il peut être libéré, notamment si vous avez la main acide. Alors, j'en viens à ma question. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur les conséquences du dégel du permafrost, si c'est dans votre champ de compétences ? J'ai même des images que j'avais détruites. Alors... Alors, le dégel du permafrost, c'est un problème parce que vous obtenez un sol qui est un sol plein d'eau. Et donc, comme il est plein d'eau, eh ben, il fait beaucoup de méthane. Ensuite, et je vous vois venir avec les métaux lourds, pour des raisons complexes, il sait stocker des métaux lourds qui sont relargués, notamment du mercure. Donc, ça libère de la toxicité, là. C'est l'idée, c'est que quand vous changez un peu la règle du jeu physico-chimique dans un sol, les métaux qui s'étaient immobilisés, ils quittent ceux qui les avaient immobilisés, et le temps qu'ils retrouvent quelque chose qui les immobilise, ils circulent et c'est pas bon. Et puis, alors, l'histoire du méthane, ça va à ce point que des fois, il y a des bulles de méthane qui se forment sous le sol et qui explosent et font des espèces de cratères, comme ça. Celui-là, il fait une 30aine de mètres de diamètre, des espèces de pustules, en fait, là. Le sol a des boutons, ces régions-là. Donc, c'est un désastre en termes d'effet de serre, c'est un désastre en termes de relargage de métaux lourds. Mais il y a aussi un dernier désastre, c'est que si jamais il y a de la forêt, en fait, la forêt, sur le permafrost... Oui, on n'a pas dit on n'a pas explicité le mot, mais le permafrost, c'est ces sols des régions septentrionales qui sont gelés en permanence. Mais il ne faut pas croire qu'ils sont gelés en permanence sur toute la profondeur. Beaucoup dégèlent en surface en été, sur quelques centimètres, ou quelques dizaines, 10-20 centimètres. Donc les racines, elles sont en fait dans cette zone-là, et elles descendent s'ancrer dans la partie qui est toujours gelée. Donc si jamais il y a une forêt sur votre permafrost,
c'est pas des grandes forêts, hein, mais en fait, les arbres basculent comme des jeux de quilles dans tous les sens, et ça détruit la végétation qu'il y a là. Ensuite, l'évolution climatique de ces sols fait qu'ils vont se retrouver à un moment, ne serait-ce que parce qu'ils dégèlent, un peu plus drainés en surface. Juste en surface. Hein. Et donc là, le feu peut prendre. Et on a, notamment, alors plutôt dans les toundras, c'est un tout petit peu au sud des pergélisols, on a des endroits qui étaient imbibés d'eau, donc c'était des espèces de tourbières, où rien ne se développait, où c'est séché légèrement en surface. Et là, il y a des feux qui prennent, qu'on appelle des feux zombies. C'est-à-dire qu'ils couvent sous la neige et dès que le beau temps revient et que c'est drainé, hop, ils repartent. Et comme ça, on compte que la Russie, à cause de ces feux zombies, émet autant de CO2 dans l'atmosphère que la Belgique en une année. Donc c'est une vraie catastrophe aussi parce que dans les parties superficielles, il y a des assèchements qui se produisent parce que l'eau s'écoule. Et là, vous avez des dynamiques incendiaires qui repartent. On a des incendies des zones septentrionales en Europe et au Canada, les feux zombies qui sont absolument dévastatrices. Absolument dévastateurs, voilà. Alors encore une mauvaise nouvelle où le sol finalement fait le pire alors qu'on voudrait lui faire le meilleur. Bonjour. Moi, je voudrais faire part d'une remarque que j'ai vue dans les rues de Saint-Maur. Des arbres qui ont été coupés et qui sont repartis de la souche et qui ont grandi. Est-ce que finalement, ça ne serait pas... parce que là, quand on coupe un arbre pour le remplacer, on détruit tout le système racinaire qu'il y a autour et qui permettrait à la plante de repartir de plus belle. Des fois, on est obligé de les couper parce qu'ils ont des champignons, ils sont abîmés, sont trop dangereux, cassés, ils sont etc. trop dangereux parce mais que finalement, les si on les tomber, laisse repartir de la souche, on aurait un sol déjà installé, un système racinaire installé, une plante peut-être plus forte que replanter un petit plumeau, là, comme on fait, quoi. Alors, je voudrais d'abord compatir avec les édiles qui ont à gérer la coupe des arbres, hein, qui se fait souvent pour des raisons sanitaires. On les coupe avant qu'ils s'écroulent sur les voitures et les passants. C'est vrai que les gens, du coup, quand ils voient qu'on coupe un truc en bon état, ils sont énervés. Mais je pense qu'ils seraient énervés aussi si leur maman ou leur voiture se faisait écraser par une branche, ce qui n'arrive jamais de fait. C'est un péril qu'on ne voit pas. Bon, ça, c'était pour soulager les édiles et les responsables d'espaces verts. Mais c'est vrai que c'est choquant. Moi, le parc où joue mon fils, par exemple, il y avait une très belle allée d'arbres que moi j'ai connus quand j'étais petit, qui ont été coupés. Alors, c'est un scandale, quoi. C'est mon enfance qu'on a coupé. Mais bon, en même temps, les plumeaux qu'on met maintenant sont quand même assez gros et se développent vite. La question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt simplement, pour les arbres qui le permettent, à couper la souche et à laisser repartir ces rejets de souche et à en sélectionner un ou deux pour en avoir que... Bon. Alors, c'est compliqué. Oui, mais ça ne serait pas forcément grand aussi vite. Donc on gagne du temps. Et puis une deuxième chose qu'on fait, c'est que les sols qui sont en dessous sont des sols, c'est pas vraiment des sols, quoi, c'est des trucs sous le macadam. Donc souvent, on excave un peu et on remplace par un sol neuf, plus équilibré en matière organique, moins riche en métaux lourds, parce que souvent les sols sous le macadam, il y a des métaux lourds ou des hydrocarbures qui se sont infiltrés. Et donc, on donne des chances à l'arbre d'être en meilleure forme. Alors, c'est l'état de l'art. Maintenant, je vais vous raconter un truc qu'on a eu envie de faire avec des amis. On l'a soumis à la mairie de Paris pour financement, et puis on a été jeté 2-3 fois de suite, et je ne sais pas si on va recommencer. L'idée, c'était de se dire que les champignons associés aux racines de ces arbres, ils ont l'habitude de vivre avec des métaux lourds, et des hydrocarbures, et toutes les merdes qu'il y a là. Et on s'est demandé, parce que, bon, on a beau changer, combien on change de mètres cubes de sol quand on replante? Ma mémoire, c'était entre 1 et 3 mètres cubes. Bon, 3-4. Mais enfin, les racines, elles vont aller au-delà de ça, elles vont se retrouver dans le bon vieux sol avec tous ses défauts. Et donc, on s'est demandé si on n'aurait pas intérêt dans ce sol-là à mélanger un peu du sol ancien qu'on a retiré et qui contient ces champignons, alors 10%, pour permettre l'installation d'emblée de champignons qui résistent bien au reste du sol. Alors,
sur le papier, ça a l'air génial, mais enfin, comme tous les trucs en recherche qui ont l'air géniaux, quand vous essayez, en général, ça merde. Mais la question qu'on posait, c'est justement répondre à ces appels d'offres de la mairie de Paris de recherche, là, pour voir ce que ça donne vraiment, au-delà de l'opinion qu'on peut avoir, par rapport à une replantation sans ajouter 10% de sol ancien. Voilà. Je vous dis ça, si jamais vous avez envie de financer une étude, c'est pas cher, hein, il y a moins d'1 million. Non, mais je blague. Je ne suis pas en train de chercher de l'argent pour mon labo, bien au contraire. D'ailleurs, vous avez la gentillesse de faire un don à la suite de cette conférence à mon équipe, et je tiens à vous en remercier. Non, mais c'est pas un piège, hein, c'est ce qui était décidé. Mais ce que je veux dire, c'est comme ça que je fais rémunérer les conférences pour faire tourner le labo. Et donc, moi, mon labo n'a pas de problème d'argent. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de demander de l'argent, c'était une boutade. Par contre, je pense que c'est une question intéressante de voir si on peut récupérer l'héritage microbien des sols tout en allégeant, pour le premier sol auquel auront accès les racines, les contraintes. L'ancien terrain du stade, effectivement, on a un sol qui a été regroupé, hein, si je ne m'abuse. Recoupé. Regroupé, parce qu'il a été décapé. La question, c'est de savoir comment on peut le réutiliser. On s'est posé la question parce qu'à l'époque, on ne l'a pas encore fait analyser, hein, si je ne m'abuse, Stéphane. Non. Mais oui, la question, c'est effectivement, on l'a réutilisé avec un pourcentage suffisant pour... Alors normalement, on n'a pas le droit de couper du sol sale avec du sol propre, mais bon, il faut faire l'analyse de toute façon pour savoir ce qu'il y a dedans. Vous savez que quand on a fait le Grand Stade de France, hein, les sols étaient vraiment très très endommagés par les activités industrielles qui avaient eu lieu là, et il y a eu de grandes opérations de dépollution dont le Canard enchaîné nous révèle que ça a plutôt été du déplacement de sol que de la dépollution et que les entreprises n'ont pas fait leur boulot. Il y a un gros scandale là, hein, sur la dépollution des sols du Stade de France. Les entreprises n'ont pas fait leur boulot, en fait. Mais bon, c'est une autre histoire. Dépolluer un sol, ça coûte très cher. Et ne pas le dépolluer et faire payer la dépollution, ça rapporte beaucoup, évidemment. Sur votre gauche. Oui. Une question pour des urbains. On n'est pas dans le monde rural, on est dans une zone où on a quelques jardins. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau quand on a un petit bout de parcelle, un petit bout de jardin pour préserver le sol au quotidien? Alors j'ai compris qu'il y avait les déchets, mais est-ce qu'il y a des recommandations? Mais vous allez avoir tendance à en mettre beaucoup par rapport à ce qui est requis. Vous voyez, parce que moi je pense aux déchets pour la Beauce. Mais ça, vous pouvez effectivement amener de la matière organique quand même. Simplement, il faudra, comme on le disait dans la première question, savoir raison garder. Il faut éviter les surfaces artificialisées, peut-être en rouvrir certaines. Beaucoup de villes, notamment dans le sud de la France, en ce moment font ça parce que c'est récupérer de la capacité d'absorber les pluies. Et puis, paysagèrement, c'est... Alors évidemment, il faut l'entretenir, donc c'est pas gratuit. Mais les zones rouvertes sont des zones qui peuvent paysagèrement avoir une valeur accrue. Et ça, dans l'environnement pavillonnaire, les gens ont quand même bien envie d'avoir leur petit accès au garage qui est pavé, leur terrasse qui est pavée, l'accès au potager et au cabanon au fond qui est pavé, et tout ça, ça fait du pavé, quoi. Bonsoir, Christophe Vellard, je suis professeur à Saint-Maur, et j'avais invité des élèves de terminale et leurs parents ce soir. Et donc, je voulais vous remercier parce que ça m'a rappelé ma jeunesse. Le cycle de l'eau, tout ce qu'on apprenait avant, et je pense encore à l'école maternelle et élémentaire. Et donc, je voulais vous faire 2 remarques et avoir votre avis, notamment dans cette période où un nouveau baccalauréat est installé et on a un appauvrissement, je serais tenté de dire, des enseignements des sciences naturelles, qui s'appellent maintenant sciences de la vie et de la terre. Donc, c'est bien regrettable. Et donc, si j'avais demander à mes élèves et leurs parents de venir, c'était par rapport à la nouvelle épreuve de grand oral, puisqu'on peut prendre du recul avec votre conférence, justement, par rapport au sol et au développement durable. Et la deuxième remarque, et pour avoir votre avis, moi qui suis d'origine paysanne, du sud-ouest, je me demandais si vous aviez fait cette conférence dans un milieu plus rural, et vous avez réussi à la mener jusqu'au bout, parce que dire que le labour, il ne faut plus le faire, c'est catastrophique, alors que moi j'ai toujours connu dans ma jeunesse, en allant à la campagne,
chercher le lait à la ferme et voir mes copains qui travaillaient avec leurs parents paysans, c'est une vraie révolution quand même. Oui, alors je vais commencer par la fin. Oui, c'est vrai que c'est difficile à dire dans le monde rural. Alors moi, je fais entre 1 et 2 formations d'agriculteurs ou de maraîchers par semaine. Mais évidemment, ceux qui m'invitent, les chambres d'agriculture qui m'invitent, ou les membres des chambres d'agriculture qui m'invitent, ou les clubs qui sont souvent para-confédération paysanne ou autres, vous voyez le genre. Bon, effectivement, je ne suis pas invité par la FNSEA et je ne croise pas forcément les gens qui sont des teneurs vigoureux de l'agriculture conventionnelle. Là où je les croise, c'est quand je suis invité dans les lycées agricoles, où certains enseignants ont vraiment envie de renverser la table autour des connaissances modernes, et où là, effectivement, je vois bien les enfants d'agriculteurs, il y en a qui ont du mal à adhérer. Je présente de toute façon mon discours différemment. C'est ni les mêmes diapos, ni les mêmes mots, ni les mêmes blagounettes. Hein. Mais moi, je connais le monde agricole. Étant enfant, j'ai eu la chance de connaître l'agriculture des... Alors là, je pense qu'on n'est pas nombreux. Moi, j'ai connu l'agriculture des années 20-30. Parce que je suis de Belle-Île-en-Mer. Et à Belle-Île-en-Mer, c'était le trou du cul du monde. Et donc, il y avait encore des exploitations de 4 à 8 hectares où on faisait de tout. Moi, j'ai fait les foins, les patates, la luzerne... j'ai vidé des porcheries, j'ai vidé des étables, j'ai vu tout ça. Les étables où il y avait 2 vaches. Hein. Je les étrais aussi, alors ça avait l'avantage d'être rapide, pas besoin de mécaniser. Donc moi j'ai vu cette agriculture et je peux vous dire que comme biologiste, c'est très fécond. Ça m'a poussé, en tant que membre de la commission des programmes actuels, à mettre en seconde, et je vais vous dire après pourquoi elle est en seconde, avec quelques collègues, hein, ce n'est pas une démarche qui m'était propre. On est plusieurs à avoir voulu mettre l'origine de l'alimentation, l'exploitation agricole, le travail du sol au programme de la seconde, en recommandant une sortie en exploitation agricole pour une population jeune qui est souvent très urbaine et qui n'a aucune idée de ce qu'est un sol et d'où viennent les aliments. Donc c'est très riche d'avoir été agriculteur pour être biologiste. Et ça, il faut le dire, hein. Et après, donc, moi, je peux raconter des choses aux gens parce que je connais la dureté de ce métier. J'en ai vu la pire facette, celle de ces petites exploitations où on avait toujours de quoi manger et pas de quoi aller chez le dentiste. Donc, sur ce terrain-là, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui soient conventionnels ou autres qui ne se reconnaissent parce qu'ils ont tout juste de quoi aller chez le dentiste, souvent. Enfin, c'est pas des métiers qui rapportent, hein. Mais donc voilà, oui, je survis, je me suis encore jamais fait lapider. Et je le fais parce que c'est un des aspects, mais je pense aussi que vous, avec votre carte bleue, vous êtes ceux qui justifient l'agriculture en achetant les produits. Et je pense qu'il faut aussi enseigner, documenter nos concitoyens, parce qu'ils sont une partie de l'agriculture, ils sont ce qui la justifie financièrement. Je dis souvent que la carte bleue est l'outil le plus souvent utilisé pour gérer les sols. Ben oui. Donc, revenons-en à la nécessité d'éducation. Vous comprenez que quand on a dit que les sols, et d'une façon générale, en dehors même de mon propos d'aujourd'hui, l'écologie ou la biologie offrent des solutions si on l'envisage avant les catastrophes. Parce qu'aujourd'hui, on est souvent convoqué après les catastrophes pour dire pourquoi ça se passe mal, et on a des réputations de Cassandre. Mais l'observation de la nature permet de trouver un certain nombre de mécanismes qui pourraient être utilisés demain pour tout un tas de choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai notamment une vidéo, un TEDx sur l'évolution que vous pouvez voir. Ça ne dure que 15 minutes, où j'explique pourquoi si on enseignait l'évolution des agriculteurs aux médecins, on n'aurait pas de résistance aux pesticides et on n'aurait pas de résistance aux antibiotiques. Mais comme on ne le fait pas, l'évolution sert juste à expliquer pourquoi les bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques, c'est tout. C'est horriblement décevant. On pourrait l'éviter en utilisant l'évolution avant, dans les manières de les prescrire, mais comme on ne l'étudie pas, elle sert juste à expliquer pourquoi ça merde. C'est à pleurer. Enfin, et l'évolution dont je parle, c'est quelque chose qui est connu depuis les années 20. Bon. Donc on a des belles au bois dormant dans la connaissance des sciences du vivant et de la terre qui demandent d'être maîtrisées avant. C'est pour ça qu'avec quelques collègues, nous avons fondé la Fédération Biogé, qui regroupe 6 académies, une 60aine de sociétés scientifiques, des sociétés de journalistes, des fédérations d'entreprises, et qui veulent remettre les sciences du vivant au cœur des compétences. Nous avons notamment l'ambition de fonder quelque chose qui ressemblerait aux journées d'histoire à Blois, qui serait en fait, qui sera dès le 20-22 mai prochain à Rouen, les journées naturellement, sur la nature en ville pour le coup, l'an prochain, ce qu'elle est, ce qu'elle fait et ce qu'elle pourrait être et faire demain.
un exemple où on peut améliorer la ville avec plus de biologie et plus de vision biologique et écologique. Donc on se bat pour ça, on se bat pour les programmes et on est souvent reçu au cabinet du ministre pour pousser l'enseignement de ces sciences dès le primaire. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de programme de sciences au primaire. Voilà. Alors Blanquer va faire une annonce, je vous préviens, je spoil, quoiqu'en ce moment il a un petit peu de mal à se faire entendre sur le fond. Il va faire une annonce d'un grand lancement de plan pour les sciences à l'école primaire. Sauf qu'il a engagé pour 6 ans toutes les forces de formation continue autour du plan maths français. Alors nous, on va le voir et on lui dit, mais il suffirait que ce plan maths français mobilise des objets de la physique ou des SVT, compter les grains d'une pomme, chacun amène une pomme, on compte les grains, on voit que c'est 5 en moyenne, mais des fois il y en a un de plus, des fois il y en a un de moins, moyenne, écart à la moyenne. Vous y êtes ? C'est simple, mais c'est... voilà. Et si vous voulez, il y a tout un... Alors on essaie, nous, de faire récupérer ces heures, mais bon, donc il va y avoir une annonce, ce qui en fin de mandature, et dans la mesure où les fonds sont engagés par ailleurs, moi, ne me rassure pas complètement. Et on a aussi beaucoup lutté, et là on a échoué, et nous sommes tous, vous, les premiers collectivement coupables d'avoir accepté une réforme du lycée où les sciences de la vie et de la Terre sont devenues une option, et ne sont plus dans le tronc commun, en première et en terminale. Après, les gens, ils ne savent pas s'ils sont vax ou anti-vax, ils ne savent pas s'il faut manger bio ou pas, parce qu'ils n'ont aucune référence. Et je vais vous dire, le débat vax-anti-vax, moi, ce qui me gêne le plus, ce n'est pas les conclusions que tirent les gens. Bon, si, moi j'ai ma conclusion, et ce n'est pas forcément celle de ceux qui tirent la conclusion opposée, mais c'est les arguments qui sont d'une terrible médiocrité, qui sont des arguments qui ne tiennent pas. Moi, j'ai encore des amis qui attendent l'immunité collective, alors que le virus, il la contournera, l'immunité collective. Il va juste, ça va sélectionner les virus qui contournent l'immunité collective. L'immunité collective pour la grippe, vous savez ce que ça fait. C'est une grippe différente qui revient tous les ans. Donc, on est dans une situation où notre absence de connaissances scientifiques, et notamment de la nature dont nous sommes, nous empêche complètement d'être pleinement citoyens et de réfléchir à des points de citoyenneté comme se vacciner ou pas, que dois-je consommer. Ben oui, et c'est ça ce qu'on inflige à la génération suivante, c'est qu'elle ne sera pas meilleure que nous. Nous, on a l'excuse d'avoir été mal formés, mais on n'aura pas l'excuse de ne pas l'avoir améliorée, cette formation. Je crois que vous êtes prof de SVT, vous êtes le sel de la terre. Bonsoir. Pardon. Bonsoir, et puis merci tout à l'heure d'avoir précisé qu'il était important d'éviter le sectarisme et de mettre un peu de nuance. Vous évoquiez plusieurs solutions, notamment le fait d'éviter le labour, mais sur les terres un peu trop tassées ou mortes, enfin souvent les deux ensemble, qu'est-ce que vous pensez des initiatives de réintroduction de la vie, comme introduction de vers de terre? Il y a aussi les croquettes dans lesquelles il y a du mycélium et des bactéries. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de solution? Et si c'est une solution, pourquoi est-ce que c'est pas plus répandu? Alors les introductions de vers de terre, pourquoi pas, mais moi, les problèmes d'introduction de microbes, j'ai 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on a encore peu de recul sur lesquels sont vraiment efficaces, et beaucoup de spécialités qu'on vous propose pour mettre dans votre jardin, vous pouvez acheter des champignons mycorhiziens inoculés dans votre jardin, mais on connaît peu les règles d'application qui font que ça marche. La deuxième chose, c'est que souvent ces microbes sont d'origine exotique. Ils viennent d'Asie, ils viennent du Canada. Vous avez devant vous quelqu'un qui pense que l'immigration peut être une force, quand elle est bien gérée, mais en matière biologique, par contre, en matière humaine, je veux dire, mais en matière biologique, c'est la peste. Parce que sur 100 espèces introduites, il y en a une qui devient invasive et qui vous pète le système. En Amérique du Nord, il n'y a pas de vers de terre. Ils ont été introduits, c'est un désastre. Les plantes locales ne les supportent pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elles calanchent et elles sont remplacées par des plantes venues d'Europe. Et l'Amérique est en train de vivre un grand remplacement de toutes ces plantes par les plantes européennes. Dans les plaines de l'Ouest américain, c'est un désastre. C'est un désastre. Moi, j'ai des endroits où j'ai des photos, il y a de la centaurée, du lotier et de la houque laineuse. Plus, à perte de vue, il n'y a plus une seule plante américaine.
Parce que les vers de terre, là-bas, ce n'est pas une solution locale. Donc la bonne solution d'un endroit n'est pas un autre, et donc il faut penser local. Or, il n'y a aucune législation derrière ces trucs-là, donc il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de notice qui vous dit où et quand l'appliquer, comment et sur quoi, et surtout d'où ça vient. Donc pour l'instant, on ne se fait pas microbiologiste, on reste horticulteur, jardinier, et on fait en sorte que par les gestes sur les plantes, on favorise la vie du sol, sachant que les études de la vie du sol montrent que même dans les sols très abîmés, toutes les espèces sont là, elles sont moins nombreuses, donc c'est le début de l'extinction, mais elles sont là, donc il faut les réveiller. Nos sols, ici, n'ont pas été totalement dévastés par l'agriculture conventionnelle, parce que c'est une idée à long terme, mauvaise à long terme, mais pas à court terme. Et donc, en conséquence, nos sols sont des belles au bois dormant. Donnez-leur des baisers, et ce n'est pas des coups de bêche et des coups de charrue. C'est donnez-leur des plantes à faire pousser dessus, donnez-leur de la matière organique, les microbes sont là. Si je peux paraphraser La Fontaine, planter, c'est le fond qui manque le moins. Oui, une question terre à terre, là. C'est l'occasion. Je vais essayer. J'ai eu un problème d'arbres fruitiers morts. Et comme je n'ai pas 3000 mètres carrés, j'ai cherché à replanter au même endroit. Alors, s'ils sont morts, il y a plein d'hypothèses. Il faut laisser un trou, il faut laisser aérer la terre. Comment il faut gérer la terre pour que ça reprenne véritablement? Parce que les arbres fruitiers font partie de ces espèces qui ne vivent qu'un temps. Vous savez, quand la forêt revient, ce qu'on appelle les arbres fruitiers, c'est les premiers arbres forestiers, puis ils disparaissent. Ils ne sont pas faits pour... Leur biologie, c'est que les fruits sont dispersés par des oiseaux qui vont semer les graines plus loin, à un autre endroit où un champ est en train de redevenir une forêt. Donc ces arbres-là sont très sensibles aux maladies qui s'accumulent dans le sol, et il faut un arrêt assez long, effectivement, de culture de l'espèce avant de la remettre théoriquement. Bon, moi, je n'ai pas de conseils très pratiques à vous donner, parce que en fait, je ne suis pas cultivateur, voilà. Mais moi, j'aurais planté autre chose. Et mis mes arbres fruitiers ailleurs. Bon, sur ces conseils d'horticulture absolument insignifiants, je crois qu'il faut rendre l'antenne. Oui. Mais écoutez, je crois que jusqu'à présent, nous parlions souvent de la trame verte, de nos fameux 18 000 arbres d'alignement, plus les 17-18 000 que nous avons dans les squares, et en dehors, en fait, des artères qui traversent, en fait, Saint-Maur. Nous parlons souvent, en fait, de la trame bleue, donc cette Marne, ces 12 km de Marne que nous avons, à Saint-Maur, et qui devraient être rendus propres à la baignade d'ici à 2 ans, on va croiser les doigts. Maintenant, nous allons pouvoir parler des sols. Parce qu'effectivement, c'est une richesse, et je viens de le découvrir ce soir, qui est bien plus importante que ce que nous mettons en avant, effectivement, en parlant de nos arbres, qui sont quelque part, en fait, quand même la conséquence et la résultante de la vie du sol. Moi, j'ai trouvé cette conférence, à titre personnel, en fait, vraiment passionnante. J'ai appris énormément de choses. Je ne dis pas que j'ai tout retenu, parce que ça a quand même été extrêmement riche, et j'espère que vous me rejoindrez tout de suite pour... un tonnerre d'applaudissements pour le professeur Sellos, qui nous a quand même appris beaucoup de choses. C'est moi qui vous remercie de l'accueil et de l'occasion de vous parler et de ce temps que vous avez consacré au sol. Donc merci de tout cœur. Et puis effectivement, j'ai commis quelques livres qui sont aussi épais que nombreux. Donc si vous avez la crainte des longues soirées d'hiver, l'origine du monde, et puis aussi Jamais seul sur les microbes. C'est en vente, je crois qu'il y a une librairie qui est venue, c'est la Griffe Noire. Voilà. Donc, c'est effectivement la Griffe Noire qui est juste à l'entrée de la salle. Donc je voudrais également en profiter pour remercier, et puis vous allez dédicacer bien sûr, pour remercier les services municipaux qui ont organisé cette conférence. Au niveau logistique, je crois que ça a été parfait. On a largement dépassé par contre le temps imparti, mais ça montre également tout l'intérêt au travers des questions qui ont été posées que vous avez portées à cette conférence. Donc merci énormément, bonne soirée, et le professeur reste avec nous à la fois pour répondre à d'autres questions, mais là en tête à tête, et pour dédicacer les livres que vous achèterez avant de partir. Merci et bonne soirée à vous.